Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ouf, donc nous avons les flashs sur les yeux. Donc notre petite idée, c'est, avant de démarrer le film, de pouvoir échanger d'abord, de vous présenter un tout petit peu notre démarche, le film, le sujet, le pourquoi on a travaillé ensemble, et puis aussi la thématique. Et puis après, de peut-être vous passer la parole aussi, si vous avez 2-3 questions, avant de vous laisser regarder le film. Donc c'est un exercice différent de la réaction post-film. On a choisi d'être dans un modèle, tout à l'heure on était avec des scolaires, enfin toute la journée, où eux ont eu le courage de regarder 1 heure et demie, parce que c'est pas toujours facile pour des jeunes qui sont au collège, 1 heure et demie de film plus 1 heure de débat. Donc des fois ils étaient un peu turbulents, mais ce qui est tout à fait normal aussi à leur âge. Mais en même temps, plein de questions qui ont irrigué nos propres réflexions depuis ce matin sur la question des os humains. Donc la thématique qui nous réunit ce soir, c'est l'histoire des os humains. L'histoire de ces exhibitions qui ont traversé, en gros, depuis l'histoire de la Vénus Hottentote, dont je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler au début du 19e siècle, qui avait été exhibée à Londres et à Paris, entre 1810 et 1815, qui est un point de départ important parce que c'est elle qui est à la fois un objet d'exhibition et de spectacle et qui a été un objet de science, puisque les anthropologues de l'époque, notamment Cuvier, étaient fascinés par son corps et voulaient à tout prix démontrer à travers ça qu'il y avait des populations et des races différentes, races entre guillemets à l'époque, elles se hiérarchisaient et qu'elle était certainement un des chaînons manquants à travers ça. Bonsoir, tu vas bien? Et cette histoire, elle va traverser tout le 19e pour aller jusqu'aux années 30 et petit à petit disparaître. C'est donc l'histoire de ces exhibitions coloniales qui ont à la fois été dans l'univers du spectacle, des scènes de théâtre, des jardins d'acclimatation, mais qui ont aussi été dans l'univers des grandes expositions coloniales, des expositions universelles, qui ont eu toute leur place dans ce qu'on a appelé une forme de construction du monde. C'est-à-dire qu'à travers les exhibitions, ça n'a pas simplement été du spectacle. Ça en a été, puisque des gens venaient voir un spectacle. Ils venaient voir un monde qu'ils ne voyaient sans doute jamais au cœur de leur vie. Voir des Fugiens exhibés, des Araucanes exhibés, des populations Panbrii, des Autochtones, des Aborigènes. De leur vie, ils n'auraient jamais vu ces populations. Donc il y avait d'abord la curiosité. Puis deuxièmement, ces populations exhibées ont aussi correspondu à une manière pour les empires coloniaux de construire leur domination. Montrer l'autre derrière une barrière, montrer l'autre exhibé, c'est d'une certaine manière imposer et montrer à tous qu'il y a une domination naturelle entre eux et nous, les deux entre guillemets. Troisièmement, ils ont aussi construit les identités de ceux qui venaient. On se rassure en allant voir ces pseudo-sauvages exhibés. Donc tout ça a construit des choses qui vont bien au-delà de simplement avoir exhibé des hommes, des femmes et des enfants pendant à peu près 130 ans. Ça a construit énormément de légitimation de l'ordre du monde et de la domination coloniale. C'est l'objet du sujet qu'on a essayé avec Bruno, ici présent, réalisateur, de traiter dans ce film que vous allez voir, et avec Abdelmalek qui a prêté sa voix à ce récit, à travers 6 personnages que vous allez découvrir ce soir, pour essayer d'arriver à la fois à comprendre que c'est une histoire monde. Elle a concerné à peu près tous les continents. Pratiquement toutes les populations de la Terre ont été exhibées, y compris des Blancs. Des Bretons ont été exhibés en 1910 à l'exposition de Nantes. Des Irlandais étaient exhibés dans toutes les grandes expositions britanniques comme des sauvages. Des Lapons ont été exhibés, des Flamands ont été exhibés, des Auvergnats ont été exhibés. Des populations, ça va très très loin, puisque les Suisses ont même exhibé des Suisses. Ça vous fait rire. Mais vous savez qu'il y avait une raison très objective. Les Suisses ont exhibé des Suisses au moment où on se posait la question, c'est quoi être Suisse? Et à l'exposition nationale de 1896, les Suisses font 2 villages. Un village suisse, où ils vont essayer de construire une identité commune, et à côté, ils font un village noir, pour dire aux Suisses, la première démarche, ce que vous n'êtes pas, ce sont des Noirs. Et ça fonctionne, parce qu'aller aux os humains, c'est aussi construire sa propre identité. C'est aussi se mettre en positionnement par rapport au reste du monde. Et donc il y a tout ça dans cette histoire des os humains, d'une construction qui des fois nous paraît extrêmement compliquée à expliquer à des jeunes, et on le voit bien tout à l'heure avec le public qu'on avait, comment s'est construit le racisme, comment s'est légitimé la domination, comment l'ordre du monde que nous connaissons au temps des colonies et encore aujourd'hui s'est fabriqué. Et bien à travers le zoo humain, on a une des clés d'explication. Ça a fabriqué un ordre normal au monde. Et une personne était là tout à l'heure et nous questionnait, une enseignante avec ses élèves, elle nous dit « Mais comment ça se fait qu'il y a si peu de gens qui ont contesté ça ?» Quand les savants tiennent un discours, quand les enseignants emmènent les élèves aux zoos humains, quand les États valident cette situation, quand la plupart des élites intellectuelles et politiques de ces époques-là valident cet ordre du monde, vous y croyez. Et vous y croyez parce que vous n'allez pas vous-même vérifier que dans ces pays, ces sauvages n'existent pas. C'est ça qu'a essayé de raconter ce film, dont on va essayer en amont et avec vous de répondre à différentes questions, d'une histoire qui, encore il y a 20 ou 30 ans, était peu palpable,
peu connu par les chercheurs, parce qu'on pensait que c'était de l'histoire culturelle ou de l'histoire de second plan de grands récits. Sauf que c'est 35 000 exhibés, 1,5 milliard de visiteurs entre 1810 et 1940. C'est-à-dire que dans la plupart des grandes puissances coloniales européennes, aux États-Unis comme au Japon, cette construction, à peu près au même moment, s'est fabriquée sur la même matrice et à peu près produit le même discours. Et on comprend beaucoup mieux comment les opinions ont été convaincues par ce récit, convaincues par ces imaginaires. Et vous le verrez, et on en parlera ce soir, c'est aussi une mise en scène du sauvage. Parce que très vite, on découvre dans les zoos humains que la meilleure manière d'avoir des sauvages qui jouent aux sauvages, c'est de leur demander, en les payant, de jouer aux sauvages. Et vous le connaissez, ça, pourtant. Vous l'avez tous vu, c'est Buffalo Bill, avec les Buffalo Bill Show, où les Indiens rejouent chaque jour le spectacle de la défaite des Indiens face aux Blancs. C'est très complexe parce qu'on va devoir aller dans des mondes que sont la culture populaire, le monde du spectacle et du théâtre. Comprendre aussi que la curiosité qui attirera toujours le public, parce que c'est aussi une histoire du capitalisme, des impresarios qui vont au bout du monde pour constituer des troupes qu'ils vont ramener ici en demandant à des gens de payer des tickets d'entrée pour aller les voir. C'est aussi une histoire du spectacle. Tout ça s'entremêle et s'entremélange pour fabriquer à un moment une norme. Et cette norme, c'est le eux et nous, c'est le nord et le sud, c'est le dominant, le dominé, c'est le colonisateur, le colonisé. Et quand on va voir ces images du zoo humain, quand on les voit en carte postale ou en photo, on voit parfaitement ces deux mondes qui s'opposent. Il n'y a plus de débat. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des franchissements de personnes entre les deux mondes. C'est Blaise Diagne, sous-secrétaire d'État aux colonies, qui en 1931 inaugure l'un des plus grands zoos humains, l'exposition coloniale de 31. Et il est noir. Et dans le film, vous verrez qui étaient les chefs de troupes, qui étaient les impresarios. C'est un peu plus compliqué que de penser que ce ne sont que des Occidentaux qui ont exhibé les autres. C'est une histoire paradoxale parce qu'elle est à la fois au cœur de nos récits communs, en Allemagne, en France, en Italie, dans tous les empires, en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie, et vous verrez, vous allez énormément voyager dans ce récit, parce que tous les pays ont connu cette histoire-là pour des raisons souvent différentes ou similaires en fonction des moments des histoires. L'Afrique du Sud construisait à l'intérieur même du pays sud-africain, pendant le temps de l'apartheid et avant l'apartheid, des villages noirs pour rappeler à tous ce qu'étaient réellement des Noirs. L'Amérique raciale et ségrégationniste faisait venir des villages noirs en Amérique pour bien rappeler aux Blancs américains qui étaient les Noirs, et notamment les leurs. Donc cette histoire, elle a à la fois impacté l'eugénisme, le discours ségrégationniste, le discours colonialisme, le discours fasciste. Elle a fabriqué une forme de vérité, qui, nous le savons maintenant aujourd'hui, était un songe et un mensonge, mais qui donnait le sentiment pour ceux qui allaient voir ces exhibitions que c'était le vrai. Je ne sais pas à qui je donne la parole en second. L'artiste ou l'artiste? Moi, je veux bien prendre la parole, si tu me permets. Ce qui a été intéressant pour moi, participer à ce projet, c'est, en fait, ça fait partie d'une certaine manière de mes questionnements, de mon questionnement en tant qu'artiste. Comment, à l'heure de la mondialisation, des problématiques qu'on peut vivre en France, en Europe, enfin, comment faire peuple, en fait. Moi, c'est cette réflexion un peu qui me taraude. Et c'est vrai que quand Bruno et Pascal me proposent ce projet-là, de faire la voix, donc de raconter, moi qui suis un raconteur d'histoire, tout d'un coup, il y a le fait de se dire que voilà un récit où il y a eu ce travail sur les imaginaires, une construction en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà des gens qui racontent une histoire, et en racontant cette histoire, ils arrivent à convaincre des gens, finalement, que voilà l'état de fait. Voilà les supérieurs, voilà les inférieurs, légitimer le colonialisme, etc., etc. Et en fait, en voyant tout ça, finalement, l'histoire cette histoire qui est racontée là, je me suis dit que si on peut construire et travailler dans les imaginaires et construire ça, en fait, ces préjugés, cette démarche finalement qui est une forme d'aberration comme ça, si on peut construire ça, eh ben on peut déconstruire ça également. Et je pense que c'est notre rôle et notre travail aujourd'hui, finalement, de travailler dans ce sens-là. Et quand justement, quand il me présente ce projet, pour moi, je vis ça de cette manière, comme cette opportunité-là, cette opportunité de travailler à déconstruire les choses. Et finalement, travailler à déconstruire, ça signifie se retrouver, se dire que si, voilà, l'histoire des zoos humains, ça a duré, tu l'as dit, ça a duré 130 ans à peu près par là.
130 ans, même si aujourd'hui, évidemment, les droits de l'homme, etc., on ne peut pas vivre quelque chose d'une manière aussi profonde pendant tout ce nombre d'années et qu'il n'y ait pas d'impact aujourd'hui, même à l'heure où on est en train de parler d'impact finalement sur comment on se regarde soi, comment on regarde les autres, finalement ce qui est logé dans notre inconscient et qui nous fait agir les uns et les autres d'une certaine manière. Et c'est en ce sens-là que pour moi, ce film-là, avec d'autres des démarches qui sont faites dans le sens finalement avec ce film-là, pour moi c'est presque un médicament, ça participe à une guérison d'une certaine manière. Cette idée qu'on doit, comment dire, qui doit être, comment dire, qui doit dépasser le simple, comment dire, le simple discours, le fait de dire que certes on est tous différents, mais on a l'humanité en partage, et que réellement, par ce travail-là, il se passe quelque chose d'assez bouleversant où on va dans ce travail-là, où on chemine de cette manière-là. Et puis, encore une fois, Pascal, qui est un historien, etc., il y a aussi cet aspect, j'ai envie de dire, ça peut aussi être, d'une certaine manière, cette histoire, l'histoire avec un grand H, ça peut être quelque chose, finalement, d'assez lourd et pas nécessairement digeste, rapport, j'ai envie de dire, aux non-initiés, ou en tout cas les gens qui ne sont pas dans... Et c'est là où leur travail, finalement, ensemble, à tous les deux, à Bruno et à Pascal, c'est un travail fabuleux, parce que finalement, on nous parle de la grande histoire en nous parlant d'individus, en prenant, en référant et on suit finalement le cheminement d'être, de personnes, leur parcours. Et pour moi, finalement, moi, encore une fois, moi qui suis un raconteur d'histoire, c'est hyper puissant de travailler de cette manière, parce que travailler de cette manière, c'est aussi au-delà du discours scientifique, j'ai envie de dire, ça met quelque chose de central qui est essentiel de mon point de vue, encore aujourd'hui surtout, cette notion qui est la notion d'empathie, cette notion de se dire finalement que ces gens-là, c'est moi aussi, en fait. Et du coup, on comprend le mécanisme, on comprend ce qui s'est passé. Être dans l'empathie, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Donc cet équilibre, finalement, entre voilà, la grande histoire et l'histoire d'individus, l'histoire qui nous concerne tous. Et donc voilà, moi, à plusieurs titres, ça a été bouleversant de travailler sur ça. D'abord, tout simplement parce que vous le verrez en regardant le film, ou si vous l'avez déjà vu, mais notamment l'histoire d'Ota Benga, qui est de ce pygmée. Moi-même, mes parents sont originaires du Congo-Brazzaville. Moi, je suis alsacien. Moi, eux, ils sont du Congo. Et disons que dans ma famille, j'ai des pygmées dans ma famille. Et le fait de raconter cette histoire-là, c'est quelque chose, moi, qui m'a bouleversé. Et même de travailler sur cette matière-là, ça a été bouleversant, parce que finalement, on est mis face à nous-mêmes, on est mis face à notre propre histoire. Et voilà, je pense encore une fois, et je vais m'arrêter là, je pense vraiment que ce travail-là est un travail, et je pense que le mot n'est pas faible, je pense que c'est un travail vital, un travail essentiel. Et à l'heure où on se déchire en termes d'identité, à l'heure des populismes, à l'heure j'ai envie de dire des esprits chagrins et des raccourcis rapport à l'histoire, rapport au fait de vivre ensemble, etc. Voilà des outils qui sont des outils pédagogiques, voilà des médicaments qui nous permettent d'avancer tous ensemble et de faire peuple. Voilà. Merci. Pour rebondir sur ce qu'a dit Abdelmalik, ce film, il est constitué de 6 destins de personnes exhibées. Et ça a été possible parce que derrière, il y a eu plus de 15 ans de travail d'historien dont a fait partie Pascal. Et il y a d'ailleurs un film qui a été fait il y a 10 ans, qui n'est pas du tout le même, qui est beaucoup plus historique et universitaire, parce qu'à l'époque, vous manquiez encore d'éléments pour reconstituer le dessin de ces personnages. Et ça, du coup, quand on s'est mis à travailler dessus, tu parlais d'humanité, tu parlais de sensibilité. Donc c'est important de raconter l'histoire et de la décortiquer, mais il faut la donner à vivre. Et vous verrez, ce film, il est fait en 3 grandes périodes, essentiellement, avec la dernière période qui est la décolonisation et qu'est-ce qu'on fait de cette histoire. Et chaque période est constituée de 2 destins d'exhibés. Donc ça a été un travail énorme qui a été possible, en fait, grâce au travail de ces historiens, et qui a été compliqué parce qu'on aurait pu partir, il y a eu beaucoup de gens exhibés,
mais il y a très peu de matériaux pour raconter leur histoire. Donc ça servait à rien pour nous. On a essayé sur certains destins de raconter des histoires, mais on n'avait pas les images pour les raconter. Les témoignages, il n'y en a presque aucun directement qui viennent des exhibés. Et donc ce que vous allez voir tout à l'heure, ces 6 destins, c'est issu d'un énorme travail derrière d'historiens qui ont passé des années à reconstituer leur itinéraire. Et moi, personnellement, en tant que réalisateur, ce qui m'a bouleversé, c'est que chaque jour, quand j'étais à la salle de montage et que je découvrais ces images, parce que je ne suis pas, comme Pascal, un spécialiste, j'étais bouleversé. Et j'étais bouleversé pourquoi ? Parce que j'avais l'impression de voir un matériau, pas une impression, que je n'avais jamais vu. Et chaque jour, je me disais, mais pourquoi je n'ai pas vu ces images avant ? Pourquoi on ne me les a pas présentées à l'école ? Et chaque image, vous allez les voir assemblées, je disais, mais comment ça se fait qu'elles aient été à ce point-là oubliées ? Et il y avait une quantité d'images incroyable. Donc on ne pouvait même pas se dire, c'est parce qu'il y a eu quelques images, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, cette matière, elle est énorme. Et du coup, le fait de la remettre dans un contexte, la remettre à travers des personnages, ça les éclaire d'une nouvelle manière. Et c'est en ce sens-là que ce film, il est totalement nouveau. Bon, alors maintenant, on va plus à se prendre la parole tous les trois, mais on a l'habitude, donc n'hésitez pas. Moi, je pense que une des choses qui était très importante, c'est, Bruno l'a dit, de remettre dans l'humain pour des gens dont, factuellement, ils n'avaient jamais de nom. Ou ils avaient un nom dans ces spectacles qui était un faux nom que leur avaient donné les impresarios. Donc déjà, la première difficulté que nous avons rencontrée, c'est de donner à ces 35 000 exhibés, pour très peu d'entre eux, des récits, des noms, de savoir d'où ils venaient exactement, parce qu'en plus, bien souvent, il y avait tromperie sur l'exhibition. On présentait, quand on arrivait en Allemagne, une troupe comme des Togolais, et en franchissant la frontière, elle redevenait ivoirienne et retraversait une frontière pour devenir des Noirs de n'importe où, puisqu'aux États-Unis, l'origine presque d'une population ne comptait pas, puisque ce qu'il fallait montrer, c'était des Noirs sauvages qui venaient de l'Afrique. Tout ça a été des histoires incroyables, au point qu'on a certaines troupes qu'on a pu suivre, comme celle des aborigènes qui viennent d'Australie, qui va mourir les uns après les autres en voyageant, mais d'autres sont des troupes qui sont restées 20 ans en Europe ou en Occident. Donc on est rentré sur des récits qui ont touché des fois des familles entières. L'histoire de Carambeu, peut-être certains d'entre vous se souviennent au moment de la Coupe du Monde où Christian Carambeu, joueur de foot de l'équipe de France, refuse de chanter la Marseillaise. Ce qu'avait dénoncé d'ailleurs à ce moment-là Jean-Marie Le Pen, en disant qu'il n'était pas forcément un bon Français comme d'autres puisqu'il ne chantait pas la Marseillaise sur le terrain. Mais Christian venait d'apprendre 3 mois plus tôt, en fait, une histoire qu'il connaissait dans sa famille sans qu'on en ait beaucoup parlé. Il avait quelques éléments. L'histoire des exhibés de 31 qu'avait porté le roman de Didier de Lynx. Je pense que beaucoup ont lu, Cannibal. Et Cannibal, c'est une vraie découverte. Je me souviens un jour, quand Didier sort, qui est dans le film, vous le verrez tout à l'heure, quand Didier sort son livre à l'époque, il ne pense, et je peux vous donner ma promesse qu'il me le dit à l'époque, il ne pense pas du tout que ce sera un grand succès. Il pense que ce livre sera un livre parmi d'autres de ceux qu'il a produits, qui aura, en fin de compte, parce qu'il dit à l'époque, qui s'intéresse au Kanak, qui s'intéresse à ces histoires coloniales. Il avait déjà travaillé sur le 17 octobre, il avait travaillé sur Meurtre pour une autre fois. Et Didier pense que ce récit ne va pas, et qu'il trouve d'ailleurs lui-même grâce à un historien qui habite pas loin d'ici, qui avait travaillé à Aix-en-Provence sur cette troupe en retrouvant des archives. Et il va lui-même en Nouvelle-Calédonie, il sort son livre, et son livre va devenir un énorme succès pour des tas de raisons. D'abord parce que je pense que c'est un très bon livre, mais surtout parce qu'il va être un des premiers livres que les enseignants vont pouvoir utiliser pour expliquer cette histoire aux élèves. Et c'est là qu'on se rend compte à la fois qu'il faut des outils, qu'il faut accéder à ces histoires par des portes d'entrée qui sont soit le roman, qui peuvent être la chanson, qui peuvent être le spectacle, qui peuvent être... Et il y a des spectacles sur les os humains maintenant, je pense à des danseuses, le spectacle Z-Âge, je pense à beaucoup de spectacles chorégraphiques, parce qu'en fait, bien avant les chercheurs, ceux qui se sont emparés de ces sujets, ce sont les artistes. Et depuis une trentaine d'années, c'est via le monde artistique, des peintres, des photographes comme Ayanna Jackson, que vous verrez dans le film, des gens comme Kara Walker, beaucoup aux États-Unis aussi qui ont travaillé sur l'histoire de la Vénus Hottentote. Beaucoup ont vu peut-être le film de Keshish, Vénus Noire. Ce sont d'abord les artistes qui se sont intéressés, ou les romanciers, avant les chercheurs à cette question. Pourquoi ? Parce que ça renvoyait à quelque chose qui était essentiel au niveau de l'altérité. C'était à ce coup comprendre que la manière dont on regarde l'autre ne s'est pas que construit à travers les romans de Jules Verne, ou que construit au moment de l'époque coloniale avec la propagande coloniale, ou que construit à travers des éléments très tangibles de propagande classique. Ça s'est aussi transmis à travers la culture populaire. Et au XIXe siècle, la culture populaire, c'est pas la télé, c'est pas le cinéma, c'est même pas encore les magazines illustrés. Et même bien avant la photo, c'est pas encore la photo. C'est d'aller voir l'autre au spectacle. C'est entre cet univers du cirque ou des tavernes. C'est entre ce monde de la monstration et de l'exhibition. On allait aux expositions universelles à l'époque comme un grand voyage vers la capitale.
Des expositions comme celle de 1900 à Paris, c'est 50 millions de visiteurs en 7 mois. On a affaire à des monuments massifs qui fabriquent et l'ordre du monde, mais aussi la modernité du monde. Et donc, quand vous placez toutes les populations du monde dans ces expositions à une, pour l'époque, juste place, vous fabriquez une certaine manière de lire le monde. Pour nous, aujourd'hui, on se dit, mais comment ils ont pu faire ça? N'oublions pas qu'on est dans un monde en plein bouleversement. Entre les terres immergées connues en 1700 et les terres immergées connues en 1900, ce n'est plus le même monde. Des populations de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les cultures émergent d'un seul coup. Il y a besoin de compréhension de cette histoire du monde. Mais c'est au même moment où Darwin écrit ses textes et nous explique l'ordre du monde. D'un seul coup, c'est la quête du chaînon manquant. Tout ça arrive dans le même moment. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train d'écrire l'explication de ce monde, de classer, de cataloguer, ce monde, dans le même temps, se colonise également. C'est la naissance des grands empires modernes. Tout ça arrive en juxtaposition. Et justement, les zoos humains donnent une clé d'explication à tous ces éléments-là. Quand je disais tout à l'heure que les savants légitiment ce que l'on voit, à la fois ils le légitiment, mais en même temps ils écrivent leurs propres traités raciologiques, qui vont d'ailleurs, à la fin du 19e, construire toute une histoire du discours sur la race et la hiérarchisation du monde, à travers aussi les spécimens qu'ils vont étudier le matin au jardin d'acclimatation dans les expositions universelles. Ce sont aussi des objets de science, car la plupart des anthropologues ne vont pas au bout du monde pour les voir, ils n'en ont pas les moyens. Ce sont des objets fantastiques de légitimation politique pour les empires coloniaux, qui vont utiliser ces populations pour eux-mêmes animer les mises en scène de leur empire pour démontrer que ces empires sont pacifiés. Ce sont aussi pour les artistes, quand on pense ici à Marseille en 1906, quand les danseuses cambodgiennes viendront pour l'exposition coloniale, la fascination de Rodin pour les danseuses cambodgiennes. Vous connaissez tous un célèbre tableau de Picasso, Demoiselle d'Avignon. Vous savez d'où il vient. C'est une carte postale de Fortier, achetée à l'Expo coloniale de 1906 au Grand Palais à Paris, que Picasso reprend, croque, le dessin est au musée Picasso, et en fait les Demoiselles d'Avignon. C'est donc pas simplement une histoire qui construit d'un racisme brut, c'est une fascination pour l'altérité. Combien d'hommes ont été se rincer l'œil en voyant les petites danseuses cambodgiennes dans ces expositions, mais aussi combien de femmes ont été se rincer l'œil en voyant de jolis exhibés musclés ou des lutteurs sénégalais dans les expositions et les villages noirs, en un temps où on n'est pas torse nu sur les plages. Tout ça fabrique une humanité, une déshumanité, une construction du monde, une vision de l'autre, où l'autre rentre dans un morphotype et un stéréotype. La Vénus Hottentote, dès son nom, fabrique une certaine image de la femme africaine, au corps difforme, étonnant, surprenant, fascinant, mais dans l'esprit des gens, fait qu'un être humain présenté représenterait toute une population. C'est ça le mécanisme du zoo humain. C'est un individu symbolise un peuple, et donc une race. Et quand vous avez vu l'autre, vous croyez ce que vous avez vu. C'était même le slogan de l'exposition de Chicago en 1893. Voir, c'est savoir. Nous sommes dans un temps où une majorité de gens ne lisent pas de livres. La connaissance, c'est l'image, l'imaginaire. Et quand on sait aujourd'hui sur nos ados la puissance de Twitter, de Facebook, des réseaux sociaux et d'Instagram et de ce qu'ils peuvent regarder sur YouTube, on imagine la puissance des images et des imagines dans ces spectacles au XIXe siècle. Parce que c'est leur vérité du temps. Pour des gens, je le répète, qui ne verraient jamais avec leurs yeux un Africain, un Vietnamien, un Fugien. C'est ça que racontent aussi les zoos humains. Comment s'est construit un ordre du monde, une explication du monde, en un temps où c'était l'unique porte de fabrication. Et d'autres se sont engouffrés dedans, comme les impresarios, qui ont parfaitement compris qu'il y avait une offre et une demande. Les gens étaient prêts à payer pour faire un voyage imaginaire pour aller voir l'autre. Et on allait au jardin d'acclimatation en famille, pique-niquer le week-end. Et dans ce temps-là, on devenait raciste sans le savoir. Toutes les voies du racisme n'ont pas été simplement pensées que tout le monde a lu Gobineau. En 1853, le livre de Gobineau sur l'égalité des races humaines n'est tiré qu'à 3000 exemplaires. Vous n'avez pas d'un seul coup toute une humanité qui croit à la hiérarchie des races en lisant des traités anthropologiques pratiquement indigestes pour le grand public. Ça passe aussi par cette culture. Certes, Jules Verne, les grands livres de voyage, tous ces images-là, mais ça passe aussi par ce voyage à l'exposition où on vient voir, dans un premier temps, l'autre exhibé, puis après, ces expositions, elles vont partout. On va inventer le village noir itinérant, on va inventer les villages touaregs, ici à Marseille en 1908, on va inventer des féeries incroyables. Il faut revoir les images de 1922 à Marseille de l'exposition coloniale pour comprendre pourquoi les gens y ont été entre 8 et 10 fois. C'était ce qu'on les appelait d'ailleurs le soir, les féeries coloniales. Vous les verrez dans le film tout à l'heure. Exactement. C'était un voyage à Tombouctou reconstitué.
il y avait le lac avec les piroguiers dessus. On avait les Touaregs avec, d'un seul coup, la promenade en chameau autorisée. Et d'un seul coup, on fantasmait, on voyageait. Tout ça a fabriqué quelque chose qui nous paraît aujourd'hui extrêmement désuet et lointain, mais qui, pour l'époque, était une émotion incroyable. Le slogan de l'Expo coloniale le 31 à Paris, c'est le tour du monde en un jour. Si on comprend tout ça, on arrive à comprendre comment cette matrice, dans le domaine de la culture populaire, du spectacle, a fabriqué une forme de légitimation de la domination. C'est souvent ce qui est le plus complexe à expliquer, et en même temps, c'est la bonne nouvelle. Si tout ça est une fabrication, ça peut se déconstruire. C'est ce que disaient les gamins qui étaient là, en fin de compte, tout à l'heure, à un moment avec nous. C'est quand on leur disait, à un moment, ils nous ont posé une question qui était, d'ailleurs, c'est impossible d'y répondre. À quoi vous voyez qu'une photo est vraie ou fausse, monsieur? Alors, autant vous dire que là, vous pouvez passer 4 heures. Il n'y a pas de réponse. De toute façon, vrai, faux, qu'est-ce que tu appelles vrai, faux? Par contre, pour une génération qui prend les images comme du vrai, la question induisait quelque chose qui était très intéressant comme débat par rapport aux images qu'ils ont vues en disant, donc ce que l'on voit là, tout ça est fabriqué. Oui. Mais cette fabrication, elle correspond à une vision qu'on veut donner. Oui. Comprendre que derrière ces images, il y a toute une propagande, une politique, un regard sur le monde, c'est déjà commencer à comprendre comment ça s'est fabriqué. Parce que si nous n'avons pas beaucoup de témoignages, je viens de le dire, on a beaucoup d'archives. Je dirais que la seule bonne nouvelle des eaux humains, c'est que les gens voulaient à l'époque un souvenir. Et donc à la fin de l'exhibition, ils achetaient quoi? Des cartes postales, des photographies, des objets, des gobelets. Et quand c'était les Samoas, c'était des coquillages peints. Et c'est d'ailleurs peut-être même les premiers artistes africains qui ont travaillé pour des Blancs, puisqu'ils faisaient eux-mêmes, dans les villages africains, des petites cartes postales dessinées qu'ils vendaient aux visiteurs à la fin. Tout ce matériau-là nous permet aujourd'hui, et vous le verrez dans le film, de partir de ce qu'a produit les eaux humains pour justement déconstruire les eaux humains. Et puis c'était aussi du spectacle. Donc qui dit spectacle dit affiche, dit photos de propagande pour attirer le public. Et puis qu'à un moment, les frères Lumière, à qui on dit il faut filmer l'Afrique, ils vont pas en Afrique, ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au jardin d'acclimatation. Et ils fabriquent une Afrique imaginaire, 12e film des frères Lumière à leur catalogue. Tout ça nous amène à une histoire, quand elle est mise bout à bout, il nous a pris beaucoup de temps, nous chercheurs, pour ceux qui travaillent aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, de mettre ensemble nos travaux pour comprendre qu'on n'avait pas à faire des choses parcellaires dans nos pays, mais qu'en fait tout le monde avait construit cet imaginaire commun. Mais ça va très très loin. Quand nos collègues japonais sont arrivés, ont commencé à travailler avec nous, ils nous ont dit ah ouais, ben nous aussi on a exhibé. Alors tout le monde leur a dit vous avez exhibé des Formosiens, des Chinois, des Coréens. Ils disent oui, mais on a aussi exhibé des Blancs, puisqu'on était supérieurs. Exhiber l'autre, c'est se donner le droit de pouvoir le coloniser. Mais c'est aussi se construire par rapport à l'autre. Et les Japonais se sentaient supérieurs à tous les autres. Donc ils exhibaient des Blancs. Et quand vous êtes à l'exposition d'Osaka de 1903, il y a des Blancs exhibés. Donc c'est le voyage qu'on a essayé de construire. Et j'écoutais tout à l'heure Abdelmalik qui parlait de sa propre histoire. Mais je trouve ça intéressant, parce qu'on a eu un gamin qui a dit, tout à l'heure, qui a dit monsieur, c'est une histoire. Pourquoi vous avez voulu travailler sur les Noirs et les Blancs? Ouais, mais en fait, en non spécialiste, mais moi, encore une fois, ce qui m'intéresse et ce qui m'a intéressé et qui continue à m'intéresser, c'est ce que tu es en train de dire, l'impact sur aujourd'hui, en fait. Parce que, évidemment, on parle de l'histoire, ce qui s'est passé, etc., mais forcément, moi, quand j'ai travaillé avec vous, quand j'ai commencé à dire le texte, etc., forcément, ça m'a ramené à ma propre histoire. Moi, pour vous donner un exemple, et c'est en ce sens-là où, de mon point de vue, c'est toujours important de mettre ça en perspective aussi par rapport à aujourd'hui, parce qu'on peut se dire très bien, oh, c'est horrible, mais tout ça est passé, et tout ça, mais de réfléchir aussi comment, de manière complexe, de manière insidieuse, comment, quand même, aujourd'hui, on peut voir une forme de continuation des eaux humains. Et c'est important aussi de réfléchir dans ce sens-là. Donc, pour vous raconter ma petite anecdote, moi, j'ai grandi dans... C'est ce gamin, quand il me posait la question de d'où je venais, etc. Moi, j'ai grandi dans ce qu'on appelle un quartier difficile, dans une cité à Strasbourg, en Alsace. Et dans la cité la plus, on va dire, comme ils disent, la plus chaude ou la plus difficile de la ville. Et en fait, je me souviens quand j'étais gamin, puisque les médias venaient, enfin on racontait toujours des histoires plus ou moins fantasmagoriques sur d'où on venait, en fait, d'où ce qui se passait dans la cité haut les mains, etc., etc. Et je me souviens qu'il y avait des gens qui prenaient le bus qui rentrait dans la cité, des gens qui ne venaient pas de la cité, qui prenaient le bus et qui nous regardaient. Ils prenaient le bus, ils allaient jusqu'au terminus, et puis, comme lorsqu'on rentre dans un zoo, et on nous regardait, en fait. On nous regardait vivre, on nous voyait. Et en fait,
gamin, je ne l'ai pas senti nécessairement de cette manière, mais en réfléchissant, en grandissant, en mettant, et on se rend compte de plein de choses. La méthode des médias, par exemple, la méthode actuelle, comment les médias racontent l'histoire et comment on raconte les histoires de manière générale. On discutait de l'histoire du cinéma d'Hollywood, etc., comment on va percevoir le noir, comment on perçoit l'autre, etc., etc. Et toutes ces choses-là me fait dire, c'est ces choses-là qui m'ont fait dire, en fait, et tu parlais de ça tout à l'heure, que finalement, les artistes, acteurs de la pop culture ont un rôle hyper important à jouer, et notamment aujourd'hui. Ce rôle comment ils se perçoivent et comment ils perçoivent les autres et ce qu'ils diffusent rapport à cette conception des êtres, de l'être, de l'autre. Et c'est en ce sens-là où moi-même, en tant qu'artiste, ça a été une expérience hyper forte pour moi, parce que ça m'inscrit dans cet endroit où finalement, lorsqu'on raconte l'histoire, la responsabilité artistique, l'impact de ce qu'on dit, le regard qu'on a sur nous, etc., etc. Et en ce sens-là, encore une fois, ce film est important. Et encore une fois, on pourra parler évidemment de toutes ces choses liées à l'histoire, etc. Et c'est passionnant et c'est important, etc. Mais pour moi, si on ne met pas en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, si on ne met pas en lien avec la problématique qu'on peut vivre aujourd'hui en Europe, la problématique migratoire, comment sont perçus ces gens qui viennent d'Afrique et viennent en Europe, ce qu'on dit, toutes ces choses-là, en fait. Et ben, en fait, toutes ces choses-là prennent leur origine, ce regard, ce discours, prennent leurs origines dans ces histoires-là, dans cette histoire-là. Et c'est important aussi de penser les choses de cette manière, de mettre les choses en perspective pour peut-être participer, encore une fois, positivement au débat et participer au fait de se dire que mon regard, la manière dont je vois les choses, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, que peut-être qu'il n'y a pas simplement mon libre arbitre et mon avis qui est en train de se jouer, mais qu'il y a autre chose qui s'est joué, qui s'est inscrit à la fois dans un travail qui a été fait, un travail d'ordre idéologique, un travail sur l'inconscient, etc., qui fait que je pense de cette manière-là. Et je vais terminer avec ça. J'ai une amie écrivaine qui s'appelle Fatou Diom, et on discutait une fois ensemble comme ça, et elle me disait la chose suivante. On parlait de la problématique migratoire. Elle me disait, imagine, tu vois, quand on voit à la télé comme ça, ces gens qui arrivent, qui sont sur ces embarcations, ces femmes, ces enfants, ces hommes, etc. Il dit, imagine cette même image, ces images-là de gens. Et après, on nous dit, il y a tant de milliers de personnes qui sont mortes, etc. Imagine que ces gens-là, c'était des blonds aux yeux bleus. Imagine. Est-ce qu'on réagirait de la même manière? Et on ne dit pas, est-ce que les blancs réagiraient de la même manière? On dit même nous. Est-ce qu'on verrait les choses de la même manière? Est-ce que finalement, comment on considérerait tout ça? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de se dire ce rapport à l'altérité, ce rapport à qui finalement peut représenter symboliquement l'humanité et qui, alors qu'on a affaire à d'autres êtres humains, est-ce qu'ils représentent aussi véritablement, est-ce qu'on les voit comme des représentants de l'humanité également? Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où ce genre de film, encore une fois, au risque d'être redondant, mais ce n'est pas grave, c'est en ce sens-là où pour moi ce genre de film, c'est vital. Ce n'est pas juste important, ça participe à ces outils pédagogiques qui nous font, à la fois qui nous font grandir et qui nous font comprendre la nécessité du savoir et de la culture comme possibilité de faire du lien, comme possibilité de comprendre finalement que l'autre, eux, c'est nous. Voilà. Je peux juste rebondir. Tu parles de ces images de migrants, parce que ça, c'est contemporain. Il y a toujours, dans la manière de rendre ce genre d'histoire, une manière de filmer des groupes. On n'individualise pas. Donc, dans le groupe, c'est difficile de s'attacher. Puis, ça permet de rester assez généraliste sur un discours. C'est exactement les questions qu'on s'est posées quand on a fabriqué le film. C'est-à-dire comment aller au-delà du groupe. D'autant que ces images, à l'époque, on parlait de propagande coloniale, de calage d'un regard. Les groupes d'exhibés, ils étaient toujours filmés en plan large. C'était un groupe. C'était pas monsieur machin ou madame machin qui était dans le groupe. Et nous, quand on a commencé à travailler sur le film en parallèle, de choisir nos destins de personnages par époque, la difficulté qu'on a eue,
c'était d'avoir suffisamment de matériel pour raconter tout d'un coup l'histoire de la petite Capeline, l'histoire de Tambo, que vous allez voir, de Tambo dans le film, l'histoire de Marius Calloway, que vous allez voir, qui est Kanak, parce qu'à chaque fois, ils étaient filmés en plan large. Et ça permettait de les déshumaniser. Et puis l'autre chose aussi qui était une difficulté, c'est que les photographes ou les caméramans, ils étaient de l'autre côté de la barrière ou de l'autre côté de la balustrade. Et du coup, le point de vue, il était celui des gens de l'époque, pas à l'intérieur de l'enclos. Donc on a essayé de poser notre calage comme ça. Et du coup, petit à petit, on s'est dit, ah mais oui, mais dans ce groupe-là, tiens, vous allez voir la première histoire sur les Fugiens, qui sont un peuple qui a disparu de la planète. Il y a une petite fille. Ah, mais on retrouve cette petite fille sur cette photo. Et tiens, on les retrouve dans les gravures de l'époque. Et je me souviens d'ailleurs, les gravures, c'est au bout d'un certain temps de montage, je dis, mais c'est incroyable, je n'avais pas regardé. Il y a une petite fille qui est là. Et donc les dessinateurs d'époque, c'est très important parce que ça complète vraiment les archives qu'on pouvait aller voir. Et du coup, on a beaucoup travaillé avec Pascal pour dire, mais est-ce qu'on a d'autres choses sur cette petite fille? Et vous allez voir d'ailleurs, cette petite Capeline, elle s'appelle comme ça, c'est la première morte dans un zoo humain. Et on a réussi à trouver son acte de décès à la mairie de Neuilly. On sait qu'elle est morte enterrée dans le jardin d'acclimatation. On ne sait pas où aujourd'hui. Son corps ne sera jamais rendu à son pays. Donc le choix de nos histoires, tout d'un coup, elle était pour réhumaniser ces gens aussi en les recadrant. Vous allez voir, il y a beaucoup de gros plans. Là, ça, c'est la démarche de mise en scène. Et puis l'autre chose qui est complètement nouvelle par rapport au film que vous aviez fait il y a 10 ans, c'est qu'on a enquêté pour retrouver des descendants. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Parce que tout d'un coup, ça nous rattache à cette histoire, au présent. Et moi, ce qui m'a bouleversé, puisque c'est moi qui suis allé filmer en général donc, en Guyane, en Australie, au bout du monde, c'est que quand je commençais à raconter cette histoire à mes interlocuteurs, qu'on leur racontait comment on allait faire le portrait, et qu'ils se mettaient à parler, beaucoup se sont mis à pleurer comme si c'était leur maman, mais pas une histoire qui datait il y a 100 ans. Parce que tout d'un coup, cette histoire-là, on avait arraché des gens de leur communauté à leur terre. Ils n'en avaient aucune image. D'abord, les images, elles sont dans nos musées. Elles ne sont pas chez eux. La plupart ne connaissaient pas cette histoire-là. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est bouleversant quand ils se mettaient à parler de leur histoire, c'est comme on ne reconnaissait pas l'existence de cette histoire-là, par exemple, chez les Guyanais, chez les Kalina, l'âme continue à errer. Donc, elle ne peut pas reposer en paix. On doit vivre en bonne harmonie avec ses ancêtres. Donc, le fait que ces corps ne soient jamais rentrés, qu'on leur a même pas reconnu l'existence, était une douleur, et est une douleur aujourd'hui extrêmement forte, qui pose d'ailleurs tout le débat sur la restitution des restes humains, et qui est extrêmement concrète. Donc je vous en dis pas plus parce que vous allez le découvrir dans le film, mais ça c'est quelque chose qui est pour moi en tant que démarche de réalisateur est essentiel, et qui fait, je pense, la force aujourd'hui de notre film. Et avant de vous passer la parole, oui, ce point sur la restitution est important parce qu'on avait eu un long débat. Vous savez qu'il y a un rapport qui vient d'être rendu, puisque vous avez entendu parler du débat sur la restitution des biens culturels des musées, notamment liés au pillage dans l'espace colonial et particulièrement en Afrique. Et moi, j'avais beaucoup débattu avec Phil Mintzar, qui est un des 2 rapporteurs. J'avais dit à Phil, ce serait bien si tu arrives à intégrer la question du retour des corps. Et tout de suite, il y a eu un blocage au niveau du ministère, comme d'ailleurs de l'Élysée, et comme d'ailleurs de beaucoup de... Attendez, c'est pas la même question, c'est une autre question, elle fera l'objet d'autre chose, parce que je vous rappelle que notre pays a été un des pays qui a été confronté à ces débats. Quand ont été retrouvés les restes de la Vénus hottentote, après, pendant 30 années où bien sûr le musée de l'homme disait qu'il n'avait pas de reste, c'est toujours intéressant, on arrive toujours à retrouver un moment les choses qu'on ne les a pas retrouvées avant, quand d'un seul coup le politique a besoin de les retrouver très rapidement. Et là d'un seul coup, ils ont dû ranger quelque chose au musée de l'homme parce qu'on a retrouvé très très vite les restes de la Vénus hottentote. Et c'est la même chose d'ailleurs quand le jour où... enfin, je vous le raconterai après celle-là, mais et d'un seul coup, la question a été posée. Faut-il rendre les restes du corps de la Vénus? Pourquoi? Parce qu'elle était au patrimoine national. Elle avait un numéro d'inventaire. Je parle bien des restes corporels, hein, qui étaient dans un bocal, vu leur taille, suite à la dessiccation qu'avait fait Cuvier du corps de la Vénus hottentote la veille de Noël en 1814. Donc on ne parle pas de choses d'abstrait là, c'est très concret.
Et comme vous le savez, on ne déclasse pas des choses de notre patrimoine national pour les rendre. C'est compliqué. Il faut des procédures très très longues. Et il a fallu une loi en 2001 pour que soient rendus à l'Afrique du Sud les restes de la Vénus. Et pour qu'elle ait des enterrements, vous le verrez dans le film, des enterrements nationaux. C'est un débat majeur. Pourquoi? On estime grosso modo que sur les 30 à 35 000 exhibés, 2000 à 2005 ont dû mourir en exhibition. La France n'a pas été un pays qui a plus exhibé que les autres, mais qui a beaucoup exhibé. Et donc en France, ça doit peut-être correspondre à 150-200 personnes. Sur le sol hexagonal. Je ne parle pas des exhibitions qui ont eu lieu directement dans l'Empire. Donc ces histoires-là, elles remonteront à la surface. On l'a vu avec l'histoire des Fugiens pour le Chili, où la présidente de la République a réclamé le retour des 3 corps trouvés en Suisse. Ou les têtes maoris. Ou les têtes maoris de notre ami Michin, que vous verrez en termes de musée, qui a été le seul muséum à nous autoriser à filmer dans les réserves. Fascinant. Je le dis bien, fascinant. De pouvoir aller voir les réserves d'un muséum naturel, je peux vous dire que... Parce que là, des bocaux avec des têtes, il y en a des centaines. Hein. Ça, d'ailleurs, c'est une chose dont on n'a pas parlé, c'est toujours difficile avant le film, mais la difficulté de faire certaines séquences pour ce film, encore aujourd'hui, est impressionnante. Ben, on le disait tout à l'heure, on a trouvé notre ambassadrice, d'ailleurs avocate, parce qu'une jeune fille s'est proposée, étudiante, enfin élève ici, de nous aider face à LVMH pour que LVMH un jour retrouve les tombes dans le jardin d'acclimatation. Elle était très drôle, elle dit « Je veux bien devenir avocate pour ça ». Je dis « Mais c'est pas normal, avec tous les moyens qu'ils ont, LVMH, pourquoi ils veulent pas qu'au jardin d'acclimatation on retrouve les tombes ?» Ils sont concessionnaires de jardins d'acclimatation. Ah, pareil. Et ils ont tout fait pour nous empêcher de tourner. Bah, officiellement, en disant pas non, mais en faisant traîner pendant 6 mois nos demandes de tournage. Vous verrez, il y a une séquence avec une descendante de cette histoire-là. Et c'est grâce à Lilian Thuram qui... grâce à un joke de Lilian Thuram. Hein? Grâce à un joke de Lilian Thuram. Quand Lilian Thuram a dit « Si je ne peux pas être filmé à l'intérieur du jardin, je rentre dans le jardin et le caméraman reste hors du jardin et je suis filmé à travers les grilles. » Ils se sont dit « Oh là là, un noir, champion du monde, filmé à travers les grilles. » Et là, on sent que LVMH a eu un souci. Là. Il a fallu en arriver là. Il a fallu en arriver là. Mais c'est véridique, hein, l'histoire est vraie. Je veux dire, ça a été incroyable. Il a fallu passer par ce biais. Bon, on a joué. Il y a un autre truc, moi, qui m'avait troublé aussi, mais on peut comprendre que ça soit compliqué. Il n'y a pas de jugement hein, quand on dit ça. Mais par exemple, vous verrez sur la troupe d'aborigènes, on a, par l'enquête, découvert que à Lyon, il existait un buste en plâtre qui avait été fait sur un visage de la troupe. Donc on a demandé à pouvoir le filmer, de le sortir des réserves. On nous a jamais dit non. On nous dit mais on n'arrive pas à retrouver les boîtes, etc. Mais on n'a jamais pu tourner. Et à Lyon aussi, dans un autre musée, il y avait un bronze fabriqué de près de 2 mètres de haut, donc ils n'ont pas pu le perdre celui-là parce qu'il faisait 2 mètres et puis il devait faire 400 kilos. Et donc ils l'ont retrouvé, sauf que nous a dit dans le musée, d'accord pour filmer, mais c'est notre conservateur qui en parle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas sur un sujet tabou au sens interdit, mais on est encore sur un sujet qui est intimement compliqué. Pourquoi? Parce qu'il parle de corporalité et de reste, parce qu'il parle de déshumanisation, parce qu'il parle d'une histoire à la fois peu connue, mal connue, ambiguë autour du racisme, que ce n'est pas le colonialisme là-bas. Là, on est bien en train de parler de quelque chose qui s'est passé ici. En gros, on a quand même une forte chance ici que pour la plupart d'entre nous, nos arrière-grands-parents aient rencontré leur premier Africain, leur premier aborigène, leur premier Zoulou, leur premier Pygmée, pas dans la rue, mais plutôt dans un village noir, dans une exhibition ou dans une exposition coloniale. C'est naturel pour l'époque. Et cette histoire, c'est pas la même. Quand vous avez rencontré l'autre au zoo, c'est pas pareil qu'au bistrot. Ça vous change tout. Eh ouais. C'est le cas de le dire. Mais sauf qu'on ne se pose pas habituellement la question comme ça. Si on veut arriver à comprendre pourquoi certains... Et d'ailleurs, il y a un jeune gamin qui est très amusant, qui n'a pas osé poser la question tout à l'heure pendant l'exposition, et qui est venu nous voir après, il dit « Mais monsieur, c'est alors pour ça que le racisme, c'est surtout contre les Noirs et les Arabes ?» Je lui dis, ouais, t'as à peu près compris la conférence, c'est bien. Il me dit, ouais, mais c'est pas normal, c'est injuste, ça devrait être tout le monde. Tu voudrais dire que tout le monde devrait subir le racisme? Et en fait, sa question, c'était de dire, ouais, mais ça tombe toujours sur les mêmes. Et je lui ai dit, mais tu sais, ta question, elle est compliquée, mais si tu vas aujourd'hui en Afrique, c'est le regard qui peut exister, par exemple, dans le monde arabophone par rapport aux populations d'Afrique noire, il y a aussi du racisme qui existe. Si tu es en Côte d'Ivoire et que tu entends parler des gens, des fois, qui parlent du Congo ou du Gabon, on va parler des fois des Niaks de la forêt. Et puis, si, je lui dis, tu sais, le racisme, c'est quelque chose de très compliqué parce que ça s'est construit aussi. Et tu vois, le Japon, par exemple, et en fin de compte, c'était très intéressant parce qu'il était en train de découvrir les mécanismes de ce qui avait fabriqué le regard posé sur l'autre. Et là-dedans, on arrive sur quelque chose qui nous touche donc aujourd'hui dans l'intime, comme Abdel Malik, parce que c'est encore notre présent, et que d'un seul coup, on peut tirer le fil de cette longue histoire en comprenant les différentes étapes d'une fabrication et d'un imaginaire, d'une domination, et en quoi il y a certes des effets dans le présent, mais il y a aussi des choses très tangibles.
qu'est-ce qu'on va faire des corps dans nos musées? Oui, si je peux me permettre de t'interrompre sur ça, il y a aussi quelque chose enfin, quelque chose de très intéressant dans le sens où, c'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de parler de difficultés administratives, etc. Mais en disant ça, on est aussi en train de parler comment dire, d'un regard sur les choses ou sur le monde qui est un regard occidental. Parce que si on regarde de l'autre côté, la restitution d'un corps, c'est pas juste une histoire administrative. C'est tout d'un coup. Là, on parle même comment dire, du rapport spirituel au monde. C'est qu'à un moment donné, récupérer un corps, c'est aussi pour qu'il puisse reposer en paix. C'est aussi d'un point de vue vibratoire, une conception particulière des autres civilisations, etc., etc. Et ça nous dit aussi autre chose. Ça nous dit aussi que le monde réfléchit, pense. Il y a quelque chose de presque univoque. Et tout d'un coup, la pensée occidentale fait sens. On doit comprendre, et de l'autre côté, c'est presque sans conséquence. Et c'est aussi comment on considère l'autre, comment on considère la croyance de l'autre, comment on considère l'être au monde de l'autre. Donc ça ça nous met en question sur plein de choses, et ça, c'est fondamental. Et c'est vrai que quand tu parles de tout ça, ça aussi, c'est mis en mouvement. Cette question-là aussi est posée. Voilà, d'où l'importance d'ailleurs des artistes dont tu fais partie. Vous allez voir Ayanna Jackson à la fin du film, c'est de revisiter ce regard en le renversant, mais cette fois-ci de manière peut-être moins intellectuelle ou historique, mais plus émotionnelle. Et par le biais de l'art, on peut toucher différemment et justement montrer d'une autre manière ces codes. Et c'est tout aussi important. C'est-à-dire, c'est vraiment cette histoire de la complémentarité. C'est l'histoire du mémorial et du musée. Je veux dire, il y a cette idée entre... J'ai parlé tout à l'heure d'empathie. Voilà, cette idée de l'émotion. L'émotion et l'histoire, c'est pas contradictoire, au contraire, ça doit aller ensemble, parce que c'est important. Remettre l'humain au centre, c'est aussi, d'une certaine manière, c'est se dire que, in fine, c'est de ça qu'on parle, et comment on reconnaît l'autre, comment on est sur un même pied d'égalité, comment l'autre est considéré de la même manière qu'on se considère soi-même, et ces choses-là, c'est important. C'est pour ça aussi que ta voix, on en a beaucoup discuté, était très importante pour le film. Vous allez voir, vous aimerez, vous aimerez pas, mais on a ton débit, on amène vraiment une couche supplémentaire à notre histoire parce que tu es là. Pour nous, c'était essentiel. Voilà, vous avez compris que c'était une belle aventure. Et il y en a d'autres ici qui ne sont pas là, qui ont beaucoup travaillé sur ce film-là, notre co-scénariste, vous la verrez au générique, mais toutes les équipes aussi d'iconographie, parce que c'était un voyage assez long, ça a pris 3 années à faire ce film. Parce qu'on savait, nous, ce qu'on voulait, mais vous savez, faire un film, c'est aussi arriver à convaincre d'abord un producteur, mais ça, c'est pas le plus dur, puisqu'il est censé pour nous croire et aller le vendre, mais convaincre un diffuseur. Quand on est en train de dire que cette histoire, elle est dure à pousser des portes pour se faire entendre chez LVMH, maintenant, vous n'irez plus à la Fondation Vuitton, vous verrez de la même manière. Hein. Allez, voilà, la prochaine fois, vous allez franchir la porte, vous allez vous demander si la petite capine, elle n'est pas sous vos pieds, ça va vous faire regarder un musée totalement différemment. Mais en tout cas, à la télé, c'était de longs débats. C'était de longs débats pour dire à Arte le film qu'on voulait faire, la matrice qu'on voulait, le cheminement qui était le nôtre. Car c'est jamais des sujets qui sont neutres. Vous, quand on a été chez Hagenbeck, vous le verrez, qui est l'héritier d'un des grands lieux de l'exhibition et des zoos en Allemagne, qui est toujours là, et qui, avant qu'on arrive, avait nettoyé tous les albums de photos. C'est marrant parce qu'il avait tellement mal fait qu'il y avait les espaces vides. Donc il fallait vraiment nous prendre pour 2 idiots. Il dit non, les photos ont disparu à l'époque, et puis en grattant un peu, tu te rendais compte que toutes les photos qui manquaient, il avait dû, lui, les trouver ou trop érotiques, ou trop pornographiques, ou trop violentes, ou trop racistes, donc il n'y avait plus rien à voir. On voyait des girafes, des zèbres, l'humain avait disparu. Ils avaient vraiment pris pour 2 imbéciles. Mais c'est intéressant parce que, en fin de compte, les gens ont pleinement conscience qu'en touchant à ce sujet-là, on se met à toucher quelque chose qui nous interpelle, parce qu'on le voit. C'est pas abstrait. Hein. Vous savez, il n'y a rien de plus abstrait qu'expliquer le racisme. Si vous avez des jeunes de 12, 13, 14 ans, vous commencez à leur expliquer le racisme, c'est mal, vous rentrez dans des dialectiques sur la morale. C'est souvent très abstrait, sauf quand vous parlez des discriminations très concrètes. Mais la manière dont le racisme fonctionne dans ces mécanismes, c'est assez abstrait à expliquer, quoi qu'on en pense. Pour nous, ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. Là, les zoos humains, c'est exactement l'inverse. C'est très concret. Après, quelqu'un peut trouver que oui, c'était des sauvages, c'est normal qu'on les exhibe comme ça. Hein. Ok, mais ça fait déjà un débat qui est très particulier. C'est-à-dire qu'on voit ce qui s'est passé, on voit comment ça s'est passé, on voit pourquoi ça s'est passé comme ça, et on voit qui est exhibé. Je me rappellerai toujours, et après je vous laisse la parole dessus, à un moment, ça te fait rire, parce que les jeunes, ils venaient de Strasbourg, et on fait au musée du Quai Branly souvent des conférences qu'on faisait avec Lilian, et une bande de jeunes qui n'arrêtaient pas de foutre le boxon dans l'expo, dans la visite. Ils rigolaient. En gros, à aucun moment on arrivait à
et avec la guide qui était avec nous, a marqué le fait de l'importance, un peu du côté solennel peut-être du sujet. Et dans la fin de l'expo, vraiment, on était dans le dernier quart d'heure, ils arrivent tous devant une affiche « Village alsacien ». Et là, j'ai vu mes petits Strasbourgeois complètement... Monsieur, c'est quoi ça? C'est des Alsaciens qui étaient exhibés, ce sont des sauvages, leur dit les Alsaciens. Il me dit, on n'est pas des sauvages, nous, c'est les autres les sauvages. Je dis, mais attendez, non, vous avez rien compris alors. Et là, on se met à parler, c'est quoi un sauvage? Je dis, le sauvage, pour les Français, à cette date-là, l'Alsacien n'est pas encore dans une aile territoriale. Comme les Bretons. Moi, je suis breton, je sais à quoi ça ressemble les villages bretons. Puis les Irlandais, ils savent très bien pourquoi les Anglais ont fait les villages irlandais. Hein. Ça correspond là aussi à un rapport à la domination. On peut toujours être le sauvage de quelqu'un. C'est un rapport au pouvoir, à la domination, au regard, à la démonstration, à plein de choses. Et ça fait d'un seul coup réfléchir ces gamins qui ne rigolaient plus du tout. Parce qu'ils avaient basculé de l'autre côté de la barrière. Très complexe, pareil. Avec Bruno, il le sait, on vient de faire l'exposition qui tourne à travers le monde depuis le Quai Branly, elle a été en Guadeloupe. Et de voir la réaction de jeunes guadeloupéens par rapport à cette histoire. Et qui, entre eux, parce que vous savez qu'en Guadeloupe, on parle encore beaucoup de la couleur de la peau, qui renvoie à beaucoup de choses. Et à un moment, on était là avec un groupe, et il y a une jeune fille qui dit à l'autre, toi, il est comme toi dans l'affiche, il est charbon. J'entends, et Lilian était aussi là, et elle lui dit, comment ça, ta copine, elle est charbon, ça veut dire quoi? Elle est très très noire, elle est plus sauvage que les autres. Je dis, mais toi, t'es noir aussi. Oui, mais moi, je suis pas charbon. Ok, ça a changé totalement le thème, vous vous en doutez bien, de la conférence guidée au milieu de l'exposition. Car tous ces mots, tous ces vocabulaires, tous ces regards posés n'ont pas simplement un impact ici. Ils ont aussi fabriqué des fois une haine de soi, des fois un manque de confiance par rapport à soi, des fois à croire que oui, il y avait une sorte de primitivité de certains peuples, voire même un sentiment de se sentir inférieur. Donc déconstruire ces images en commun, ce n'est pas simplement pour rappeler ici qui nous sommes et notre histoire. C'est aussi pour essayer de remettre une histoire à l'endroit, et c'est des fois très compliqué, de frustration, de traumatisme, de récits, qui donnent certes à voir et à comprendre mieux l'histoire, comme a très bien dit Abdelmalik, mais aussi à comprendre notre présent et ce qui fait encore les stéréotypes d'aujourd'hui et qui fait qu'ils fonctionnent toujours dans nos imaginaires collectifs. Voilà, on a avant le lancement du film une bonne demi-heure si vous avez des questions à nous poser. Alors, pas des questions sur le film, puisque les questions sur le film, j'y répondrai pas, puisque vous allez voir le film. Donc plutôt des questions sur le global. Est-ce qu'il y a un micro qui tourne ou c'est moi qui fais tourner le micro? Il y en a un? Ah, il y en a un, super. Oh, il y en a même deux. Monsieur, madame, je ne sais pas, il y a un micro quand même, le premier qui arrive à gagner. Ah, ça va être monsieur. Il a eu de la chance. Et après, ce sera madame qui est ici devant, là, avec la chemise blanche. Merci de cette présentation. Je voulais savoir, est-ce que vous avez pu avoir des informations sur le statut de ces gens pendant la période où ils étaient en Europe, par exemple? Est-ce qu'ils étaient rémunérés? Est-ce qu'ils avaient une certaine liberté d'aller à l'hôtel, d'aller au café, je ne sais pas quoi? Enfin, comment ils vivaient? Et est-ce qu'ils étaient libres aussi? Est-ce que ils avaient le choix de partir ou de ne pas partir? Ou est-ce que c'était beaucoup plus contraint? J'y vais. Alors, votre question, déjà, il y a 35 000 statuts différents, en fait. Il faut le dire parce que c'est la réalité. Il n'y a pas un statut unique. On n'est pas rentré dans un code administratif où on savait que l'autre exhibé rentrait dans une fonction sociale, par exemple, comme les migrants. Les premiers migrants qui arrivent avec des contrats de travail sur un territoire, on connaît exactement leur statut. Là, vous avez tout. Les premières troupes, pour faire à peu près simple, au 19e, beaucoup d'entre elles ont été des troupes qui ont été captées sans la volonté des populations, ou trompées. La captation elle est très très claire. La tromperie, c'est de faire croire qu'ils venaient à quelque chose sans leur dire que c'était à 12 000 km et que ça allait prendre 8 semaines de bateau et qu'ils n'allaient pas revenir avant 4 ans. Rarement on leur expliquait tout ça. Ces premières troupes-là, en gros, étaient placées sous la responsabilité des impresarios et ne sortaient pas des enclos. C'est ce que vous verrez au début du film. Vous le verrez, ils dormaient dans les enclos, voire même des fois construisaient les propres enclos où ils dormaient. On va dire que ça correspond peut-être à 10% des récits fin 19e. À partir de 1880, 1870, 1880, on bascule dans complètement autre chose. Le film l'explique assez bien. Un sauvage qui reste assis par terre pendant un spectacle, ça ne plaît pas au public. Le public veut voir un sauvage qui tire des flèches, veut voir un sauvage qui a des plumes et qui court, veut voir un sauvage qui mange de la viande crue s'il est cannibale. Veut donc voir un sauvage qui joue au sauvage. Il ne veut pas voir une victime. Ça ne marche pas la victime. Donc, on va rentrer dans un rapport qui est très particulier à l'exhibé. On va commencer à trouver que la meilleure manière d'avoir des exhibés qui répondent à l'attente du sauvage, c'est peut-être de commencer à faire un troc avec eux. Et ce troc, je vous rassure, les hommes et les femmes ne sont pas payés, mais les chefs de famille le sont. Quelle que soit la rémunération, les Togolais de 1897 à Bruxelles étaient payés en batterie de cuisine. Donc aujourd'hui, la CGT serait folle devant les contrats de travail. D'accord? Et dans certains cas, certains ont pu sortir, accompagnés.
pour visiter la ville, par exemple. On a cette célèbre image où on voit les Kanaks de 31 ou les danseuses se promener en avion autour de Paris. D'autres ont tout à fait pu vivre, comme à Marseille en 1922, on connaît certaines populations, comme vous dites, votre phrase, vous dites, ils dormaient à l'hôtel ou ils allaient au bistrot. Oui, comme les militaires, par exemple, qui ont accompagné l'exposition et qui étaient en casernement, ou d'autres qui travaillaient dans les bistrots et qui jouaient aux Antillais, ils étaient aussi à l'extérieur. D'autres, ils restaient à l'intérieur de l'enclos. Les statuts sont donc très différents en fonction des populations. Il y a eu des grèves, j'en parlais tout à l'heure, la célèbre grève de 1896 en Suisse, parce que bon, la presse leur demande de travailler plus, les Sénégalais disent non. Pour ce qu'on est payé, on ne fait pas plus. On fait 5 spectacles par jour, pas 6. Et à un moment, ils quitteront le village. Pas d'accord. Il faut quand même aussi se mettre dans la tête, même si c'était payé, que pour certaines troupes qui venaient vraiment du bout du monde, c'était compliqué de rentrer. C'est tout bête. On a une histoire dont on ne parle pas dans le film et qui est assez extraordinaire. C'est un aborigène qui est interviewé par un scientifique à Paris. Et le scientifique découvre que cet aborigène a mémorisé dans un sens précis, depuis la dernière ville où il est arrivé, l'ensemble des villes par lesquelles il était passé. Et il finit par comprendre que c'est pour essayer de retrouver son chemin, parce qu'il ne sait pas où il est. Et la seule manière pour pouvoir rentrer chez lui, c'est de refaire tout l'itinéraire dans l'autre sens. Donc même s'il y en a qu'on payait, ou qui soi-disant pouvaient se balader un peu, d'abord, il y a le contexte de l'époque, le racisme qui pouvait exister, quelqu'un de couleur dans un endroit où il n'y a que des blancs, on peut imaginer ce que c'était. Et donc cette violence-là, même si souvent on n'en a pas les témoignages, on peut imaginer de leur peur et ce qu'ils vivaient. Donc ça, c'est réel. Et puis après, ça progresse avec le temps. Et les statuts à la fin, on a affaire à des gens qui ont quasi des contrats individuels. Des contrats individuels. On le sait pour l'Expo 37, par exemple, universelle, à Paris. International, pardon, à Paris. Chaque artisan du village de l'AOF avait un contrat individuel avec les conditions de travail, les horaires et compagnie. Ça va s'étaler sur à peu près, vous voyez, 70 à 80 ans, où les statuts vont changer, alors différents en fonction des troupes, différents en fonction des populations, collectifs ou non au niveau des contrats. Et vous le verrez dans le film, à un moment, ceux qui passent les contrats, qui sont les impresarios, ce ne sont plus des blancs, ce sont d'anciens exhibés, qui deviennent eux-mêmes des exhibeurs. L'histoire de Gentiam que vous verrez et qui montre la complexité de cette histoire. Et qui nous montre bien aussi qu'il n'y a pas un statut type. Je me souviens d'ailleurs d'une dame un jour, dans la première fois qu'on avait présenté le film, qui m'a dit « Vous ne devriez pas dire qu'ils avaient des contrats ». Je dis « Mais pourquoi? C'est la vérité ». « Oui, mais ils ne sont plus victimes s'ils ont des contrats. » Ok. Alors on va reprendre l'histoire en rebours. Vous savez que le sauvage n'existe pas, madame. Parce que ce que ça démontre, et qui est fondamental à comprendre, c'est que si les visiteurs croyaient voir des sauvages, de comprendre comment le mécanisme de l'invention du sauvage a pu fonctionner jusqu'à payer le sauvage pour jouer au sauvage, ça veut donc dire qu'il n'existe peut-être pas du tout le sauvage et que tout ça n'est qu'une immense... Nous savons aujourd'hui, nous, que Buffalo Bill, c'est du spectacle. Et encore, quand on va à Marne-la-Vallée, à Disneyland, je vous rappelle qu'il y a toujours un Buffalo Bill Show. On oublie ce que signifie le Buffalo Bill Show. Ce qu'il a raconté de la nation américaine. Comment l'Amérique, avant même les westerns et John Wayne, s'est racontée comme une nation gagnante. Les Blancs avaient gagné dans les grandes plaines. C'est une histoire complexe, mais quand on commence à la dénouer, on arrive à comprendre comment l'hégémonie de l'homme blanc aux États-Unis a fonctionné dans le discours et dans la dialectique, à la fois contre les Indiens, les Amérindiens, mais à la fois aussi contre les Afro-Américains. Quand on nous fait venir un village noir aux États-Unis, ce n'est pas juste pour le folklore à l'africaine. C'est aussi pour rappeler aux Noirs de qui ils descendent. C'était exactement l'histoire de l'exposition de Chicago. La fée électricité au début, le village noir pygmée au bout. Les ténèbres. Ça correspond à de l'idéologie. Mais derrière cette idéologie, il y a un monde du spectacle. Derrière ce monde du spectacle, il y a les artifices. C'est comme les enfants qui croient au cirque. À un moment, on devient grand, on ne croit plus au Père Noël. Le problème des os humains, c'est qu'on ne devient jamais grand. Les grands aussi se sont fait avoir. Et ils ont cru, pour beaucoup d'entre eux, parce que là aussi, on manque d'éléments. Que ressentait vraiment le public? Qu'est-ce qu'ils croyaient vraiment? Vous savez, l'une des seules traces qu'on a, nous, historiens, on en a beaucoup là-dessus, mais sur un sujet qui est fascinant, c'est ce qui est écrit au dos des cartes postales. Et encore, ça présume que ce qu'ils disent est vrai, ce qui n'est déjà même pas certain, mais ils écrivaient « J'ai vu le cannibale, il ne m'a pas mangé aujourd'hui, ah, c'est sauvage !» Ou quand c'est des jeunes femmes « Ah, celle-là, est-ce que tu la trouves pas mignonne, tu la croquerais bien hein ?» Ça, c'est des centaines de milliers de cartes postales que l'on peut travailler pour dépouiller les choses. Mais là encore, souvent, dedans, il y a des jokes dans l'écriture d'une carte postale, on n'est pas sûr du vrai et du faux. Que pensait vraiment le visiteur? Est-ce que beaucoup se sont fait avoir par ce qu'ils voyaient ou est-ce qu'ils doutaient en réalité? Ou est-ce qu'ils ont voulu croire pour eux-mêmes se faire plaisir, une sorte de voyage? C'est intimement complexe. Vous savez, c'est le même rapport qu'on peut tous avoir. C'est pas parce qu'on nous dit qu'un million de personnes ont vu notre film qu'on
présuppose qu'1 million de personnes ne se sont pas endormies en regardant notre film. On n'en sait rien en fait. Hein. On est content, on dit ah 1 million de personnes l'ont vu, mais ça se trouve dans la 990 000 qui dormaient devant. Donc je vous rappelle qu'il y a 30 000 personnes qui à une époque regardaient La Mire la nuit. 30 000 personnes, ça m'a toujours fasciné. Qu'est-ce qu'on peut faire de s'endormir? Et on ne sait pas non plus dans la tête du visiteur comment il ressortait. Est-ce qu'il pensait, il avait une pensée raciste, une dialectique colonialiste? Au contraire, il pensait que c'était inacceptable d'exhiber ces personnes ainsi? On n'en sait rien. On est là dans quelque chose qui est de l'ordre de la culture populaire, qui a laissé très peu de traces. Il n'y avait pas d'études des publics comme on a aujourd'hui dans nos musées. Donc toutes ces questions, comme celles que vous posez sur leur statut, elle est complexe parce que déjà, il faut les distinguer en fonction des époques, distinguer en fonction de la perception. Et on le voit bien, plus les gens sont arrivés, certains ont même terminé dans le spectacle. Vous savez que l'un des plus grands acteurs noirs français, qui s'appelle Abin Belklia, je ne sais pas si vous le connaissez, a commencé en amenant des chameaux, ou des dromadaires, je joue un détail, je des dromadaires, une bosse, deux bosses. Ouais, mais j'étais pas là pour compter les bosses. À l'expo de l'Afrique mystérieuse de 1912 à Paris, et il reste. Et il jouera Empereur John sur la scène de l'Odéon en 1922, et il fera plus d'une 50aine de films dans le cinéma français. Mais quand même, Pascal, il y a quand même, bon, rapide, mais il y a quand même un contexte. On a le contexte de l'acceptation de l'époque, d'un point de vue idéologique, etc. Donc on peut quand même... tout ça a été, pour employer un mot actuel, mais tout ça a été aussi dans la pop culture de l'époque. Donc c'était quand même des choses qui étaient... Les gens, en plus, au début, ils ne voyageaient pas, donc ils n'y allaient pas avec un sentiment malsain. Donc ça, on le dit. Il ne s'agit pas de culpabiliser. Le Sauvage, il était vendu par des entrepreneurs de spectacle pour faire du spectacle, mais la curiosité des gens, elle était pas malsaine. Ouais. On voyageait pas, on allait dans ces endroits-là pour découvrir l'autre. Ouais, mais quand même, ça marquait de la manière dont on découvre l'autre. Ça marque notre soi-disant humanité par rapport au sauvage. Oui, par mais rapport ça, c'est la mise en scène. Mais oui, c'est pour ça que je parlais de cadrage. Je parlais d'être. C'est pas pareil de regarder quelqu'un qui est de l'autre côté d'une barrière qu'en face à face, comme on est là. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est la fabrication du regard. Mais je pense que... Et des corps dénudés, et des corps aussi, des gens qu'on dénude. Dans une époque où on est... Non, mais c'est juste dans le sens où tu dis, ils y vont, ils sont... comment dire, on ne veut pas présupposer d'un sentiment, mais on parle, on dit va à tel endroit parce qu'il y a telle chose. Oui, mais ça se passe telle chose. Je pense que ce qui fait la force de cette histoire-là... C'est ce business, d'une certaine manière, qui fonctionne. Oui, tout à fait. Mais ce qui fait la force, et c'est ce qui fait que ça va marcher économiquement, et que du coup, comme ça marche économiquement, ça va durer longtemps, c'est que le sentiment au début, il est pas malsain. J'ai envie de découvrir l'autre. Oh, on me dit, il y a des Indiens qui sont du bout du monde. Un coupeur de tête. Oh là là, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Mais ça, c'est la manière dont on le vend. Mais toi, tu as envie d'aller découvrir l'autre parce que tu l'as jamais vu. Tu as la curiosité de dire, il est comment? Mais qui n'est pas comme moi, un jaune, un noir, à une époque où on ne voyage pas. Donc ça, c'est important quand même dans cette dimension. Totalement, mais quand je dis ça, en fait, c'est pour dire que si on prend un exemple comme ça, c'est que si tu es gamin et tu vas avec tes parents, ils t'amènent aux zoos humains, d'accord? Donc tu découvres l'autre de cette manière. Et ensuite, tu vas aux colonies. Si tu as vu des femmes en posture lascive, telle chose, un corps à prendre, etc., eh ben, tu ne t'étonnes pas qu'une fois qu'ils vont là-bas, le rapport qu'ils ont vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de l'autre, etc., etc. C'est dans ce sens-là, en fait. C'est-à-dire qu'on a beau y aller de manière innocente, mais ça va construire notre imaginaire et ça va construire la manière dont on voit le monde, comment on voit l'autre, etc. Parce qu'à ce moment-là, je sais pas, c'est cet enfant qui va aux colonies et qui pour lui les autochtones ou les indigènes femmes sont des femmes à prendre, etc. Ben on peut dire il le fait innocemment parce que quand il était petit, en fait, on lui a montré que ça fonctionnait comme ça et que c'était des corps, etc., etc. C'est juste dans le sens de dire que finalement il y a quand même derrière tout ça il y a une idéologie qui se joue et c'est important d'en parler pour pas non plus qu'on se retrouve dans une attitude où on minimiserait certaines choses ou et évidemment, ce n'est pas notre cas, mais dans l'absolu. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'idéologie en jeu, ce qu'il y a derrière, c'est aussi de justifier le colonialisme. C'est aussi de justifier pourquoi on se comporte avec eux de cette manière, parce qu'ils sont nos inférieurs, etc., etc. Et il y a tout un mouvement autour de pensée rapport à ça. Et c'est important de le souligner parce qu'on a parlé tout à l'heure de... Le fait que certains peuples, ensuite, ou en tant qu'individu, on va s'inférioriser, on va se dire, on va comprendre, mais il faut aussi comprendre, de l'autre côté, le complexe de supériorité de celui, le blanc, de celui qui descend du blanc. Pourquoi, innocemment, il va agir d'une certaine manière. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que son esprit a été travaillé, le sien et celui de ses ancêtres et de son ascendance, oui, et voilà, et dans ce sens-là en fait. Et cette complexité-là, il faut la marquer, il faut la cadrer, il faut la montrer pour comprendre que évidemment on n'est pas du même côté de la barrière, mais le traumatisme est identique. C'est-à-dire si on réfléchit en termes purs de traumatisme, il y a un traumatisme lié au blanc et un traumatisme lié au noir ou à l'autre en tout cas, mais que si on veut vraiment travailler à guérir, comprendre qu'il y a un traumatisme de part et d'autre. C'est pas tout d'un coup celui qui a vécu un traumatisme en particulier qui peut aider l'autre qui a vécu l'autre. Non, c'est de part et d'autre. Parce qu'on est tous traumatisés dans cette histoire-là. Et ça, c'était juste pour rajouter à ce que tu dis, pas contester ce que tu dis évidemment, mais dans la continuation de ce Là, je parlais du point de vue du spectateur de l'époque. Par contre, il y a un truc qu'on entend beaucoup, il dit oui, mais le racisme, c'est universel. Oui, c'est vrai, chaque société peut être raciste. Par contre, là, ce qu'on démonte, et ça, c'est vraiment une force du travail des historiens dont fait partie Pascal, c'est qu'il y a un truc quand même qui s'est passé chez nous, et j'en vais employer le mot pour ça, c'est le mot propagande. Ouais. C'est-à-dire que on dit toujours la propagande, elle s'est faite dans les pays communistes, etc. Mais la propagande, pour fabriquer un regard, ça a été instrumentalisé par l'État pour légitimer la colonisation. Et vous allez voir, c'est quelque chose qu'on fait ressortir de manière assez précise. Et c'est ce qui fait que pour moi, et c'était tout nouveau, comme je disais, la force de redécouvrir ces images, c'était assez bouleversant de voir que derrière, il y avait l'État. Et donc c'était géré, c'était pensé. Et c'était pensé avec une précision. Donc on parle de regard, de cadrage, mais derrière, cette propagande, pour imposer l'idée de domination et de supériorité, pour légitimer la possession des territoires, elle est rabâchée, elle est lancée en permanence aux gens. Et donc c'est normal qu'à un moment donné, sans s'en rendre compte, on finisse par avoir ce genre de regard. Vous avez vu qu'il faut qu'on fasse attention à la longueur de nos réponses. Hein. Oui. Merci. Pardon. Merci pour votre présentation. Voilà, je voudrais rebondir justement sur cette histoire. Et moi, je voudrais partir de mon expérience pour contextualiser la question. Je viens de Bordeaux, qui était un port voilà, qui a une histoire sombre. Et pendant toute mon enfance, j'ai jamais réussi à trouver beaucoup d'informations là-dessus. Il y avait des silences. Voilà. Puis un jour, je suis devenue anthropologue. Je suis partie à la fac. Et là, une prof m'a montré votre film. Et je me suis dit, en fait, il y a un espace où on peut parler de ça. Donc j'ai fait mon petit chemin et maintenant c'est à mon tour de parler parce que je suis à la fin de mes études et on va me demander de parler et de réaliser des choses sur ces sujets. Et ma question c'est, j'aimerais savoir comment la création de votre film, elle a été parsemée d'obstacles, comment vous les avez contournés, parce que ce qui m'intéresse c'est la circulation de vos voix, de vos recherches, de votre film, de vos images dans l'espace de la société aujourd'hui. Et ce que je trouve intéressant dans soi, c'est comment vous avez fait vos choix en tant que tel. Vous parlez d'émotions tout à l'heure, je trouvais ça très important, parce qu'on fait des choix en fonction aussi de nos émotions. Et du coup, la question indirecte qui est plus grande, mais qui permet d'être répondue par le concret, c'est en fait comment on reproduit, comment on reconstruit la fabrication des autres, du passé, et donc notre regard et notre écoute. Voilà. Waouh. Bon, ça va être une longue préface à votre thèse. Non, déjà, je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous surprendre. Pourquoi on a refusé de faire un film? Enfin, tu ne travaillais pas encore avec moi, Bruno. Un jour, j'arrive au musée du Quai Branly où l'expo avait lieu, on était en 2012. Et les gens du Quai Branly me disent on va faire un film sur l'exposition. Et nous, avec Lilian Thuram et Nanette Snob, on avait rajouté une petite clause dans notre contrat. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des juristes quand on fait des choses comme ça. On avait précisé que tout produit à partir de l'exposition devra recevoir notre accord. Et pour être très très clair avec le musée du Quai Branly et pour éviter toute ambiguïté, nous avions décidé avec les clients de ne pas être payés pour cette exposition. Ce qui nous permettait de garder tous nos droits. Vous allez comprendre où on veut en venir. Et ils arrivent avec un projet de film. Ils avaient réfléchi dans leur coin à un film. On laisse parler la personne, c'était très intéressant. Sauf qu'on lui dit, c'est pas l'idée qu'elle a. On n'a pas envie de faire l'éternel film, parce que j'en avais déjà fait un 10 ans avant, sur l'histoire des os humains, certes des images spectaculaires, et c'était en fait très victimisant. C'est-à-dire c'était de raconter, pour répondre à monsieur, en se concentrant sur les 10 premiers pourcents de ceux qui avaient subi la captation, qui avaient été violentés, dont certains étaient morts, comme à Barcelone, dans des expositions et tout. Et tout le film était là-dessus. Et je pensais, et Lilian comme moi pensait, et Nanette Snob aussi, tous les trois commissaires, que ce n'était pas la bonne démarche. Qu'il fallait prendre du temps et que justement, pour une fois, il fallait inverser, il fallait écouter ceux qui étaient les descendants de ceux qui avaient été exhibés, de montrer toute la polymorphie des récits, de ne pas avoir qu'un type de récit.
Certes, l'histoire des Fugiens, avec l'histoire d'une petite Capeline exhibée comme ses parents de force, mais aussi l'histoire d'un Jean Thiam, lui-même exhibeur, l'histoire d'un Marius Calloway, totalement incroyable, d'avoir des histoires différentes pour montrer la polymorphie de ce sujet et en quoi ça avait touché en fonction des générations. Donc on a dit non. Ça n'a pas été une réunion très sympathique, mais on a dit non, votre film ne nous intéresse pas. Oui, mais si. Puis là, sur notre contrôle, on a fait non. Ok, c'est non. Et non, c'est non. On fera un jour un film, on va prendre du temps. On a mis 5 ans à l'écrire. Mais à l'écrire, pas encore à l'écriture de tous les deux. 5 ans à dire quel type de film on veut faire. Puis là, j'ai rencontré Bruno et on a commencé à travailler ensemble sur un premier draft sur ce qu'on voulait faire. Ça prenait du temps parce qu'on était assez exigeants. En gros, il y avait 75 000 km à faire dans le monde, il fallait des images extrêmement chères. Lui, il voulait à tout prix King Kong à 7 000 € la minute, enfin des choses qu'adorent les producteurs et les distributeurs, mais qui étaient évidentes. Et on a mis 3 ans à faire notre film. On a mis 3 ans parce qu'on savait exactement pas à pas ce qu'on voulait. Ça nous a pris du temps parce que notre premier montage, on s'est fait claquer le beignet. Arte nous a dit non, c'est pas bon. Et même nous, on s'est retrouvés regardant, on fait ouais, ils ont raison, c'est pas bon ce qu'on a fait. On avait perdu l'émotion dont vous parliez. C'est trop historique, c'est trop contextuel. Et on avait perdu un peu justement ces destins que vous allez voir là. Et on a donc retravaillé notre copie pour arriver à un moment à quelque chose qui nous satisfaisait. Parce que ça correspondait au point de départ, pas d'une manière idéale, parce qu'il y a toujours des imperfections, il y a des droits qu'on n'a pas pu avoir pour certaines images, puis il y a un récit, on voulait tous les deux raconter l'histoire des Aïnus au Japon, on n'a pas réussi. Manque d'archives, manque de documents, pas de descendants. Et puis c'est quelque chose aussi qui se fait au fur et à mesure du travail. Par exemple, dans une des premières versions du scénario, qui était plus axée sur des destins, avant qu'Arte nous demande de retravailler de manière plus contextuelle le film, en fait, on avait fait un travail assez avancé sur les troupes, mais à cette époque-là, on n'avait pas assez d'éléments d'enquête et d'images pour dire dans le groupe, c'est un tel. Donc vous allez voir, là maintenant, aujourd'hui, on est capable de vous dire sur les 6 destins, quelles sont leurs histoires et en quoi ces histoires sont à chaque fois différentes. Ça, c'est l'aspect dramaturgique. Il y a l'histoire, mais là, nous, on fait un film. Un film doit toucher aussi l'émotion pour faire réfléchir et donner envie d'aller plus loin. Et donc, la manière dont sont racontées les histoires, elle doit être progressive. Et cette évolution-là de l'écrit s'est fait aussi par rapport à la matière qu'on trouvait. Donc, il y a des destins qu'on a abandonnés. Par exemple, dans cette histoire des os humains, quelque chose dont on n'a pas parlé ce soir, mais moi qui me fascine, et je trouve que ça mériterait un film, c'est l'histoire des frics, donc les gens qu'on a exhibés, qui étaient dans les mêmes endroits, souvent, que les dits sauvages, et même souvent, ils étaient avant eux. Puis après, on a collé les sauvages à ces histoires de frics. Alors, c'est surtout une histoire américaine, mais il y a aussi chez nous. Ça, dans une première version du scénario, on avait un destin d'un Frix qui côtoyait ces sauvages. Et puis finalement, on s'est dit non, cette histoire-là est déjà tellement longue à raconter. Vous allez voir, c'est quand même très dense. Elle est très progressive dans la fabrication du regard sur plus de 100 ans. Donc déjà, 6 destins, garder de la place pour avoir du contexte, parce que forcément, il faut se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. C'est beaucoup d'informations, il faut laisser respirer le film. Donc ça, c'est des choix qui se font comme ça. Et puis, vous avez après un combat, des choses que vous ne lâchez pas. Faire un film, c'est négocier, tout le temps. Mais tout le temps. Quand je vous dis sur King Kong, c'est pas une boutade. À la fin, il a gagné, il a mis 43 secondes de King Kong. Le producteur en est encore fou pour ce qu'ils ont dû payer. Parce que lui, il savait pourquoi il voulait mettre King Kong dans le film. Parce que c'était un moment essentiel pour comprendre comment l'Amérique a digéré tout ça et en a fabriqué un mythe et une mythologie. C'est vrai que vous ne regarderez plus King Kong après ce film de la même manière. Ou dans l'autre sens, d'ailleurs aussi au début du film, vous allez voir sur l'histoire des Fugiens, on a trouvé des images exceptionnelles qui sont extrêmement rares, filmées au début du XXe siècle sur ces Fugiens. Mais ces images, il n'y a qu'un seul distributeur qui les a, et ces droits sont extrêmement chers. Et donc, moi, dans un premier montage, j'avais mis pas mal de ces images, et puis là, à un moment donné, quand on a fait le décompte de l'ensemble du coût des archives sur le film, parce que c'est ça aussi qui est difficile de faire des films d'histoire, c'est que ça coûte extrêmement cher de payer les archives. Les producteurs m'ont dit, là, t'enlèves ça, t'enlèves ça, t'enlèves ça. Alors je dis, ok, je vais voir, enfin on va voir d'ailleurs, et par quoi on les remplace. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas amoindrir le film. Et puis même des fois, nous ensemble, on a eu des gros débats sur le positionnement tel image, parce que moi j'avais le statut du dramaturge, on va dire, Pascal de la rigueur de l'historien.
Et des fois, pour des besoins de récit, le cinéaste dit « Ah, mais il faudrait mettre le spectateur dans l'ambiance. » T'as rien dit, non. Et ça peut déraper vite. Et c'est là où la collaboration, je pense, est fructueuse, des fois difficile. C'est important parce qu'il ne faut aussi pas perdre la notion du récit, de l'émotion. Par exemple, je sais une chose, c'est que Bruno, quand il arrivait chez les Indiens Kalina pour les interviewer, on n'avait pas de raison d'être deux. Vouloir être automatiquement là, moi je ne suis pas un faiseur d'émotions, c'est pas mon travail, mais c'est pas là où je suis le meilleur. Puis je pense aussi qu'à un moment, un interlocuteur, c'est seul qu'on fait parler les gens. On arrive dans un village, les gens sont très respectueux, on sait qu'on va dormir dans le village le soir, vous êtes à 1000 km de la moindre grande ville qui est là, enfin, vous êtes au bout du monde, comme quand il a été en Australie, où il était, tu vis là à ce moment-là. Et être deux pour venir interroger quelqu'un, c'est déjà un de trop. Si vous voulez... C'est bien d'avoir quelqu'un qui a du recul aussi après, voilà. Sur les images. Puis dire, voilà, écoute, ton interview elle est bien, on va pas mettre 1h40, quoi. T'es gentil, t'as passé 7 jours, je comprends, mais... Non, mais c'est tout ça, c'est ça qui fait que vous construisez un moment un récit. Puis qu'après, vous devez aller le vendre à la télé, vous devez vous battre pour pas lâcher des choses, vous devez vous battre pour avoir la voix qu'on veut quand on dit au producteur, mais oui, c'est lui. Mais pourquoi tu veux lui? Abdel Malik, on pense qu'il amène ça, et puis moi, j'en avais parlé avec lui, puis au-delà du fait qu'il a une voix et qu'il est connu, c'est qu'il comprend les os humains. Moi, les premières conversations que j'ai eues avec lui, je lui ai pas dit « Tiens, viens faire un film ». J'ai déjà parlé des os humains avec lui. Et la réaction, on a discuté tous les deux, on s'est parlé, on a fait du ping-pong. Et d'un seul coup, j'ai dit à Bruno « Je pense qu'il est le meilleur. » Pour des tas de raisons. Il me dit « il l'a rencontré. » Et donc tout ça, vous allez vous battre en télé pour les choses comme ça, parce que vous vous battez, parce que vous avez un objectif global par rapport à ce que vous voulez faire. Faire un film, c'est pas faire une conférence. C'est pas faire un livre. C'est pas faire une expo. C'est de faire un film. Donc il faut respecter ces codes. Vous savez, quand vous devez aller devant une classe, après, quand le film, bien sûr, il passe en télé, il va sur Netflix, vous le charger, mais c'est aussi être devant une classe d'école, avec les enseignants qui vont l'utiliser. Tout à l'heure, on avait les enseignants qui l'utilisaient. C'est pour ça qu'on a fait aussi une version de 52 minutes. Parce que 1h30 pour des gamins en 3e, 4e, c'est beaucoup. C'est même trop. Il n'y a plus la place de la discussion derrière. Tout à l'heure, les mômes là, qui avaient le courage, ils ont fait 2h30 ici. 2h30 à écouter des vieux comme nous. Oui, on est tous les trois vieux quand même, les gars. Hein, à nous écouter. Ils avaient du courage. Ils étaient encore là. Bon, il y avait de la pêche, hein, c'était le bordel. Mais c'est normal, ils se tapaient 1h30 de film. Enfin, rappelons-nous ce que c'était à l'école quand on nous obligeait d'aller faire 1h30 pour aller voir les documentaires. Donc nous aussi, on a fait un format 52, mieux adapté aux profs. Tout ça, c'est notre travail à nous de trouver les méandres, les meilleures options, les meilleures solutions, les meilleurs compromis. Parce que vous faites un compromis. Et puis, il y a aussi des intuitions. Ça, c'est important. Ça, c'était bien justement de travailler avec Pascal parce que moi qui suis réalisateur et qui suis moins spécialiste que lui, il y a des moments où je pouvais amener des intuitions. Et puis comme là, on parle de fantômes, de gens qui appartiennent à d'autres époques, une des intuitions qu'on a eues, non, c'est pas les mouettes, c'est de se dire cette histoire-là, dans les pays où on va aller, les gens n'ont très peu d'archives, connaissent très peu cette histoire et souvent n'ont pas les photos. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire le voyage à l'envers en tirant des grands formats de ces photographies? Moi, c'est là où je parle d'intuition, parce que l'historien ne peut pas dire ça. Il y avait aussi quelque chose de très personnel qui était, comme j'avais passé beaucoup de temps à travailler avec Pascal sur le scénario, l'idée symbolique de ramener la personne dans son pays en ramenant la photographie. Et un des trucs qu'on ne pouvait pas savoir avant de le faire, donc vous allez voir ces photographies dans le film, c'est qu'en arrivant sur place, chez les aborigènes, vous allez voir, chez les Kalina, je leur ai montré l'image. D'abord, ça crée une émotion extrêmement forte. Et puis après, je disais, ce serait intéressant que vous me disiez où la placer chez vous. Et ils se sont emparés tout de suite du truc. Chez les aborigènes sur l'île de Palma Island, qui est une île d'ailleurs où peuvent pratiquement plus aller les Australiens blancs à cause de la violence de leur histoire. J'ai pu, moi, y aller grâce à cette histoire. Et à un moment donné, quand je leur ai montré cette image, j'ai dit, on sait où on va la mettre, suis-nous. Et ils m'ont amené dans la forêt, une de leurs forêts sacrées sur les collines, et c'est eux qui ont choisi l'emplacement. Donc ça, vous ne le voyez pas forcément en voyant le film. Mais moi, ça, c'est des émotions, des intuitions, et ça, pour moi, ça va au-delà du film. C'est des choses que peuvent ressentir le spectateur sans avoir besoin de leur dire. Et ça, c'est la différence entre le travail historique et le film. Mais vous ne faites pas dans une exposition. Ce qu'il vient de vous dire là, avec un commissaire d'exposition, vous rentrez dans d'autres logiques, parce qu'une expo, vous n'avez pas la même émotion. L'objet du réel, par exemple, que vous avez devant vous. Si on fait un spectacle avec Abdel Malik un jour sur les os humains, par exemple, nous serons dans autre chose. On aura peut-être un dialogue à deux pour envoyer un message
deux personnes qui regardent cette histoire avec deux regards croisés vont avoir un regard commun. Et quand vous faites un livre, c'est encore autre chose. Bah, ta voix, Abdelmalik, c'est pareil. Quand on a enregistré la voix avec toi, tout d'un coup, on s'est dit, ça y est, le film bascule vers autre chose. On avait, nous, des frissons, tout d'un coup, et Mais lui aussi, il en avait des frissons. Et tout d'un coup, on revoyait certaines scènes du fait que ça soit toi qui la racontes d'une autre manière. D'ailleurs, tu peux raconter comment, au moment où tu as enregistré le passage sur Otabanga, ça t'a touché. Ouais, ça m'a pas touché, ça m'a bouleversé en fait. Et j'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais dans ma famille, il y a des pygmées, il y a une branche pygmée, et même à l'intérieur même tu en parlais tout à l'heure, mais même à l'intérieur même de ma famille, ben, les pygmées, c'est pas la partie qu'on va magnifier le plus, quoi. Et donc du coup, et ma mère, enfin, on a toujours eu ce lien à ça. Donc raconter l'histoire d'Otabenga, pour moi, ça a été bouleversant. Tout d'un coup, on est mis face à sa propre histoire aussi, à son histoire familiale, etc. Donc c'était, de toute façon, travailler avec vous, enfin en tout cas prêter ma voix, ça a été une expérience vraiment bouleversante. Et j'ai porté ça et je continue à porter ça et à accompagner ce film pour toutes ces raisons-là. Mais voilà, je pense que c'est encore une fois, c'est ce rapport à l'humain, ce rapport à l'humanité, ce rapport qui est magnifique, quoi. Voilà, et important. Le micro est où? Qui s'en est emparé? Là, allez-y. Là. Pardon, excusez-moi. Je dis allez-y, mais je peux regarder là-bas. Il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, ma question portait, c'était un peu dans la continuité de la question qui avait été posée juste avant, sur la responsabilité des intermédiaires de ces zoos. Vous avez fait une bonne démonstration entre, d'un côté, les populations exhibées, leur place dans ces zoos humains et la place du public, la difficulté d'interpréter ce qu'ils pensent, mais en même temps les effets. Et au milieu, il y a les intermédiaires, vous les avez évoqués tout à l'heure, les entrepreneurs du spectacle. Mais eux, pour le coup, ils ont un vrai rôle intentionnel dans la fabrication du zoo, dans la fabrication de l'idéologie qu'il y a derrière. Ils étaient des vrais intermédiaires qui, eux, ne subissaient pas l'idéologie. Alors, ça rejoint la question de la première, dans le sens de toute l'économie qu'il y avait de ces zoos. On a des personnes qui sont là, donc les exhibés. À la fin, il y avait des contrats, mais au début, il fallait les nourrir, il fallait communiquer avec eux, donc parler la même langue, donc les comprendre, leur dire de s'exhiber d'une certaine manière plutôt qu'une telle autre. Donc des acteurs qui sont des véritables entrepreneurs du racisme et qui ne subissent pas l'idéologie, ils la créent. Et du coup, qui sont-ils, ces personnes-là vous avez beaucoup développé les deux autres, et donc moi, ma question portait sur ces acteurs tiers. Il y a 3 types de sociologie de ces impresarios. Il y a ceux qui viennent directement du monde du spectacle. Mais vraiment, avant, Farini, par exemple, sa grande spécialité, c'était d'avoir traversé les chutes du Niagara sur un fil. Et un jour, il comprend qu'il y a un autre business qui est en train de se mettre en place, c'est de l'exhibition humaine dans les cirques et dans les murs. Et lui, il va être un homme de spectacle, comme beaucoup d'autres, qui va basculer vers cet opportunisme, soit des freak shows, soit des ethnic shows. Là, on a un type de profil où je dirais que le rapport à l'idéologie, pour eux, est un rapport qui est très secondaire par rapport au rapport marchand de ce que ça peut rapporter. Ils vont là où il y a du fric. Et s'il fallait demain exhiber des fruits, ils auraient exhibé des fruits. Puis il y a la dimension spectacle, il ne voit pas forcément le truc. Un homme, il va adapter ça en se disant, tiens, c'est une nouveauté, même si derrière, il est tout à fait conscient qu'il exploite des gens. Mais c'est des gens de cirque, donc ils ont cette idée du spectacle. Et eux, on se voit bien que dans leur dialectique, ils ne viennent pas du monde colonial particulièrement. Ils ne vont pas forcément toute leur vie être sur ce type d'exhibition. Il va y avoir quelque chose de très particulier. Ils vont souvent d'ailleurs faire du spectacle pendant un temps court. Après, il y a des impresarios qui vont intimement se spécialiser dans ce domaine-là. Les Français et les Allemands étant, un peu les Anglais, mais surtout les Français et les Allemands, je dirais, ont été parmi les principaux promoteurs de ça. C'est souvent, alors là, des gens qui sont issus du monde colonial. Eux, ils ne viennent pas du tout du monde du spectacle. Souvent, c'est d'anciens militaires, par exemple, ou c'est d'anciennes personnes qui ont été aux colonies, ont connu les colonies, donc ont une forme d'approche du sujet, parce qu'ils savent qu'il y a une offre et une demande dans un monde particulier, privé-public. Je m'explique. Beaucoup de troupes privées, en fait, vont servir pour des expositions officielles. Ils vont prêter, en fait, leurs figurants à des expositions nationales. Parce qu'il faut un troc permanent entre ce que les gouverneurs autorisent pour la mobilisation des troupes, le fait qu'ils vont les prêter en France, ils savent qu'ils vont les louer un moment au Mans, puis ils vont passer à Marseille, puis ils vont être à l'exposition coloniale, peut-être de Rouen, et ainsi de suite. Là, on a affaire à des promoteurs qui savent très bien ce qu'ils fabriquent. Ils fabriquent l'idéologie en place, et ils la confortent. Et eux, ils en sont des acteurs. Ils en sont même plus que des acteurs.
Ils savent très bien que travailler en phase avec ce qu'attend le public, du côté grivois, raciste, amusant, mais aussi ce qu'attend l'État, gloriole impériale, reconstitution, la féerie impériale et compagnie, tout ça correspond à l'ère du temps. Et s'ils veulent être de bons entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent, il faut les mettre en phase avec l'idéologie, voire la renforcer, voire y contribuer. Et puis vous avez les cadors. Ceux qui ont été des grands impresarios de ça en termes de nombre de troupes incroyables. Hagenbeck, le monde du zoo. Hagenbeck se rend compte en 1874 qu'en amenant une troupe, les gens ne sont pas fascinés par les chameaux, mais par les chameliers. Et lui, il se dit, waouh, le business, il est là. Et lui, c'était un importateur d'animaux exotiques à Hambourg. Et au nom de ça, lui, il va devenir un promoteur qui va beaucoup plus loin que les autres. Lui, il n'attend pas de répondre à la demande. Lui, il crée l'offre. Il la fabrique, l'offre. C'est-à-dire que il fabrique d'ailleurs une hiérarchie incroyable. Chaque troupe est dans sa place dans la hiérarchie des races. Chaque troupe correspond à un type de population qu'on peut exhiber. Et comme il le dit, quand il va chercher des fugiens, il dit toujours plus loin, toujours plus étrange. Et s'il faut mettre autour de la fantasmagorie du récit, il le fait. Et puis il y a encore pire qu'Hagenbeck. Il y a Barnum. Le nom que vous connaissez tous. Le grand Barnum. Pas quand on voit le film récent qui a été produit sur lui. Totalement de manipulation du personnage. Barnum, alors lui, c'est encore autre chose. Barnum, il veut réinventer le monde. Et il le fait à sa manière. Et sa manière à lui, c'est de construire cette galerie des monstres, construire cette galerie des exotiques. Lui, il est sur l'étrange. C'est lui qui fait rentrer les exotiques dans le monde de la normalité. Parce qu'il les met en fin de compte sur la même étagère, sur la même scène, dans le même univers que les freak shows. Lui, Barnum, qui va être un booster et un accélérateur de ces spectacles, fabrique cette notion de différence absolue. Puisque ce qu'il vend, justement, c'est de la différence, c'est de l'étrange. Lui, il vend de l'étrange. Et pour placer les exotiques dans cet étrange, il faut les mettre au même niveau que les anormaux et les freak shows et les monstres. C'est en gros le film Elephant Man, si on veut aller un peu loin. Donc lui, il va pousser la démonstration à démontrer que chaque ethnic show est en soi un freak show. Et donc, il en fabrique quelque chose où ils sont tellement différents. Il va fabriquer sa différence jusqu'à l'inventer complètement. Alors, il fait des trucs, des délires. Voilà, il y a 3 catégories d'entrepreneurs. Donc, je ne les mets pas vraiment au même niveau, parce qu'ils ne sont pas tous, au niveau de la tensionnabilité ou de la manière de ce qu'ils ont construit ou de leur démarche, exactement dans le même registre. Mais au final, ils vont produire quelque chose l'un va irriguer l'autre, l'un va réinfluencer l'autre, l'un va... En termes d'impact sur le public, je ne suis pas sûr que le public, au final, faisait une réelle différence entre ces modélisations-là. Mais voilà les 3 types de profils d'impresarios qu'on a. Plus ça va aller, plus on va trouver des impresarios, d'abord métis, qui sont eux-mêmes issus sur 2 ou 3 générations de récits et vont être intégrés dans des troupes et après vont se mettre à recruter, vont devenir chefs de village. Et petit à petit aussi, on va avoir des exhibés qui vont d'abord devenir chefs de village avant de devenir eux-mêmes impresarios. Voire même, vous le verrez dans le film, décoré de Légion d'honneur pour service rendu à la France. Paradoxal. Mais en même temps, ça fait partie d'un système. Et dans ce système-là, il y avait un business. Et ce business a très bien fonctionné pendant à peu près 130 ans. Et certains se sont engouffrés dedans, sont devenus des hyper spécialistes. Je dirais même, ont inventé des styles. Le village noir à la française, c'était se particularise d'avoir une troupe qui démontait le village, qui remontait le village, qui le mettait tout en scène. Chaque chose était calculée, rentabilisée, pensée, un peu comme une troupe de cirque qui arrive chaque jour dans un village différent. Ça, c'est les Français qui l'inventent. Avec toute une construction et un style très particulier. Les Anglais étaient sur autre chose. Les Allemands, c'était vraiment la troupe itinérante où il y avait peu de reconstitution, c'était la nature. À la Hagenbeck, on mettait les animaux. Hommes, animaux, zoo humains. Voilà. Donc, mais la dimension de ces impresarios, comme vous l'avez dit, est très importante, en sachant qu'ils copiaient aussi beaucoup, ils se copiaient beaucoup aussi les uns les autres, parce que ça répondait à une demande qui était très normée en fin de compte. Il ne fallait pas des espaces trop grands, il fallait des troupes qui pourraient entrer dans les grandes expositions, il ne fallait pas que ça coûte trop cher. Ils prenaient très souvent un risque. Dans la plupart des expositions, on a pu découvrir que c'est eux-mêmes qui vendaient le ticket d'entrée sur leur espace spécifique du reste de l'exposition. Donc il fallait que ce soit supra-attractif. Donc ils en rajoutaient. Et ils n'hésitaient pas, le jour d'une naissance au village, de mettre une pancarte en disant « Naissance au village, 1 franc de plus ». Et on venait voir le petit négrillon. On a même un film des Frères Lumière en 1897 tourné là-dessus. Tout était bon à faire de l'argent. C'est quand même la base du système des zoos humains, c'est le business d'abord financier. Puis si ça a pu durer aussi longtemps, c'est aussi parce que cette dimension du spectacle, par rapport à la demande de l'État de représenter les colonies, n'est pas suffisante. C'est-à-dire que le spectacle amène une dramaturgie qui fait venir les gens. Par exemple, à un moment donné, quand les spectacles deviennent plus pour promouvoir le colonialisme, comme on a en Marseille, vous allez voir dans le film, ce sont des grands villages avec des artisans, des danseurs. À un moment donné, le spectacle il devient un peu lassant.
on voit toujours la même chose. Et donc, en tant que public, on a envie d'une nouveauté. Donc, ça va devenir de plus en plus gore. C'est-à-dire, les entrepreneurs qui ont cette notion du spectacle, ils vont pas juste se contenter de la demande des États coloniaux. Il va falloir trouver des spécimens intéressants. Ça va être les femmes à collier, Les graisses à plateau, négresses les à albinos plateau. d'Afrique. Donc, ce côté gore, il va commencer, il sera plus attirant. Où on met en avant les méchants cannibales Kanaks. C'est plus marrant de venir voir des cannibales que des gens ordinaires qui fabriquent des objets. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on parlait de King Kong tout à l'heure, c'est intéressant, c'est que tout d'un coup, c'est ce qui va tuer ces os humains, entre autres, pas que ça, c'est que le cinéma de spectacle, d'aventure, d'exotisme, il va être encore mieux. Parce que là, on assume complètement la dramatisation, la fiction. Et donc, du coup, non seulement on n'est plus dans un truc reconstitué pour le spectateur, mais on va là-bas. Et la musique arrive, les voix, les tam-tams, une mise en scène hyper impressionnante en noir et blanc, avec des bons, des méchants. Et les os humains, là-dedans, ça ne devient pas du drôle du tout. Hein. Bon film, bonne soirée et à bientôt. Merci à vous.